Nvidia s'allie avec Intel. C'est incroyable l'époque qu'on vit, on n'aurait jamais imaginé ça il y a encore quelques années. On va en parler dans cet épisode, un petit peu plus loin dans l'épisode. Et puis, sinon, dans un autre registre, qui aurait pu prédire que Donald Trump arriverait finalement à faire en sorte que TikTok soit américain ? Du moins que le réseau social soit un peu moins chinois. D'après les dernières infos, il semblerait qu'il soit en train d'y parvenir. Franchement, j'aurais pas parié dessus. On va aussi tout vous dire sur les nouvelles lunettes connectées de Meta, les Meta Ray-Ban 2, les Oakley Meta Vanguard qui ont déjà été annoncés cet été, les Meta Ray-Ban Display et même un bracelet assez intéressant pour interagir avec cette nouvelle interface. Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 23 septembre 2025 et c'est l'épisode 428. Cette émission, je vous le rappelle, elle est possible grâce aux abonnés premium de Tech Café qui se sont abonnés sur patreon.com/techcafé. Merci beaucoup à Antoine Dumas-Martin et Anthony Ferrero qui se sont abonnés à Tech Café sur Patreon. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur, technophile, enthousiaste et il est à mes côtés, il est à la tech ce que la bibliothèque d'Alexandrie était à la connaissance humaine, ce que la Renaissance est à l'histoire de l'art. C'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Bah ça va, bon, je suis pas très rassuré de savoir que je vais cramer dans un incendie. T'arrives toujours à voir le mal, t'arrives toujours à voir le côté obscur de cette analogie, c'est triste. Bon, écoute, on va bien quand même, je pense, et puis on est dispo pour nos auditeurs et nos auditrices pour parler de tech. J'ai diffusé, moi, un petit épisode sur les liseuses, et puis j'ai eu pas mal de retours. Un épisode vraiment usage. J'ai eu des remerciements parce que ça éclaire un peu l'usage et les choix quand on veut s'équiper, j'ai l'impression. Et puis j'ai eu aussi plein de suggestions sur des éléments très intéressants à partager. Je voulais faire avant tout un épisode hyper simple et accessible au plus grand nombre, mais je pense que je ferai bientôt quelque chose un peu plus complet, peut-être en format vidéo sur la chaîne YouTube, avec notamment vos retours. On a eu des commentaires au passage qui critiquent un petit peu notre vision politique dans Tech Café, hein, en plus des avis assez caricaturaux tels qu'ils nous sont remontés. Bon, c'est le jeu, hein. Je vous incite plus durant les derniers épisodes à venir déposer des avis dans Apple Podcast ou dans Spotify ou Podcast Addict. Et alors finalement, quand on n'incite pas les gens heureux à laisser leur avis, ça laisse la place à celles et ceux qui critiquent. Alors si vous partagez pas ces avis négatifs, si vous êtes content de nous entendre semaine après semaine, je vous invite à venir équilibrer ces critiques en indiquant ce que vous appréciez avec Tech Café. Et puis vous pouvez échanger entre vous et avec nous sur Discord, techcafé.fr/Discord. Et ces derniers jours, on a eu des retours, notamment sur les sujets musique, en particulier sur les rémunérations des artistes. On l'avait cité brièvement par les plateformes de streaming et puis les supports physiques. On avait notamment aussi partagé les mini-disques vinyles trop mignons, Guillaume. Trop choupi. Oui, c'est vrai, on a parlé un petit peu de musique la semaine dernière et la faiblesse des revenus Spotify. Et Pium nous relaie un article très intéressant de Front Android qui résume les rémunérations des différentes plateformes et elles varient pas mal en fait. Spotify étant d'ailleurs le plus radin des plus radins. En 2024, en tout cas, il payait $3 pour 1000 streams. Pandora, guère plus, avec 3,2. Deezer, c'est un peu mieux avec 4,8. Comme YouTube d'ailleurs. Apple et Tidal donc dépassent les 6. Donc c'est 6,8 pour Tidal et 6,2 pour Apple. C'est Amazon qui est le plus généreux finalement, qui était le plus généreux avec $8,08 pour 1000 streams. Et la tendance est plutôt à la baisse. Alors c'est intéressant, après même avec Amazon, on mesure quand même là vraiment bien la difficulté de se faire un salaire avec ça. Parce que pour se payer au SMIC, il faut plus de 200 000 streams par mois. Aïe, ça fait 600 beaucoup. 000 sur Spotify. Hein. Ouais. Admettons que vous soyez seul. Mais bien sûr, si vous êtes un groupe de 4... voilà, avec des équipes techniques en plus derrière. Et puis vous devez louer des studios, ce genre de choses, effectivement. Si vous voulez faire des tournées, je vous raconte pas. Donc il faut des millions de streams chaque mois pour espérer surnager. Donc oui, il faut vraiment vendre un maximum de mini-vinyles en plus, hein, ça peut aider. Et puis parce qu'on parle de musique et de vinyle, justement, je peux aussi mentionner le commentaire de Lightman qui nous parle de logiciels pour ZX81 distribués sur des disques vinyles 33 tours. C'est vraiment un disque vinyle qui contient le logiciel, quoi. Et alors, en fait, je savais qu'il existait des sortes de pistes bonus, des pistes bonus sur des vinyles musicaux, souvent, hein, des pistes bonus qui contenaient des données pour ordinateur de l'époque. Qui, on le rappelle, était aussi enregistré sur cassette sous forme de son, en fait, hein, tout simplement, et qui était démodulé par les machines. Et donc, en fait, si vous le faites sur une cassette, vous pourriez le faire sur un vinyle. Et ça a été fait. Et honnêtement, je me souviens plus si j'en avais parlé un jour ou si je l'avais ça me dit rien, moi, perso. Franchement, ça me dit rien, je crois pas. Mais... En fait, il y a une brève recherche qui m'a permis de trouver une liste assez longue, hein, justement, de vinyles qui contiennent des données comme ça sur le site Le Journal du Lapin. Et le Journal du Lapin, c'est tenu par Dondu, c'est-à-dire Pierre Dandumont. Pierre Dandumont qui a été l'homme
orchestre de Canard PC Hardware pendant des années, hein, que j'ai beaucoup lu, et c'est peut-être juste là que je l'ai vu, en fait, tout simplement. C'est possible. C'était peut-être ça. Donc, pour être honnête, par contre, je savais pas qu'il avait vraiment existé des vinyles dédiés à ça, uniquement des vinyles de données, quoi. Donc, uniquement pour des ordinateurs 8 bits. Donc, merci à lui, effectivement, c'est vachement intéressant. Le lien est dans les notes de l'épisode. Et puis l'autre sujet qui a fait pas mal parler et puis qui a priori hérisse un petit peu les poils de certains, c'est l'assassinat bien évidemment de Charlie Kirk et la chasse aux sorcières qui en découle, Guillaume. Et oui, suite au sujet de Sir Charlie Kirk, Amaury nous encourage à regarder La Fièvre, hein, c'est la série Canal+, qui se passe dans l'univers du Baron Noir, et qui relate la montée en puissance d'une influenceuse populiste, hein, qui montre bien la manipulation des médias, tout ça. C'est une série que j'avais déjà recommandée dans l'épisode sur les Lumières Obscures. Toujours pas vu, Comme moi. c'était un hors-série, je profite de la re-recommandation d'Amaury pour la re-recommander moi-même. Alors Yann, quant à lui, nous dit que c'est courageux d'avoir abordé le sujet. Alors, je le remercie, hein, mais comme tu l'as écrit toi aussi, Guillaume, on n'est pas là-bas, quoi. On n'est pas américain, donc on a quand même la partie plus facile. Ouais. Tu vois, si j'étais né en 17 à Leidenstadt, hein, sur les ruines d'un champ de bataille, aurais-je été meilleur ou pire que ces gens si j'avais été allemand? Et depuis la semaine dernière, la situation là-bas s'est pas vraiment améliorée. Bon, on va en reparler, hein, évidemment, et pour illustrer le climat qui règne en ce moment dans le pays, il y a une anecdote qui est sortie voilà, dans la presse. C'est une femme qui a posté une blague sur la mort de Charlie Kirk sur Facebook, et qui n'est resté en ligne que 20 minutes. Son mari a eu estimé que c'était un poil too much, peut-être pas bon timing. En 20 minutes, son post a été screenshoté, il est devenu viral, elle a été doxée et elle a reçu des menaces de mort par Internet. Par téléphone, elle a reçu des menaces de mort 400 fois. On l'a menacé de venir lui rendre visite, son commerce s'est pris un review bombing, etc. Elle a essayé de s'effacer en ligne, de prendre contact avec un avocat, mais encore aujourd'hui, elle a peur. Et le meilleur, c'est que son post n'était pas public. Elle l'a posté dans un groupe privé dans lequel elle n'a que des amis et des connaissances. Donc, il y en a une de ses connaissances qu'elle connaît depuis 20 ans, qui l'a dénoncé et jeté à la meute. Voilà. On pourrait penser que c'est un cas isolé, hein, que c'est une anecdote malheureuse, tout ça. Sauf qu'en fait, il existait un site de délation officielle, si on peut dire, qui s'appelait Charlie Kirk Murderers. Un site qui, au moment où j'ai testé, c'est-à-dire dimanche dernier, était hors ligne, apparemment, pour avoir accepté de dons en crypto. Il a été viré, mais bon, c'est pas clair. En tout cas, il existe toujours, hein, sur X, sur 4chan, des forums où les gens se félicitent d'avoir doxé, harcelé, pour venger, hein, Kirk. Dans des cas comme celui-là, c'est quand même assez grave, quoi. Puis des cas comme ça, il y en a des milliers, il y en a des dizaines de milliers, quand c'est pas la hiérarchie d'une entreprise ou d'une université qui fait pression et qui vire des gens, quoi. Alors, hein, serions-nous de ceux qui résistent ou bien les moutons d'un troupeau, s'il fallait plus que des mots? Bon, en tout cas, qu'on nous épargne, à toi et moi, si possible, très longtemps. Effectivement, et tu sais... D'avoir à choisir un camp, mais tu suis pas. C'est pas possible. D'avoir à choisir un camp, évidemment. Écoute, je sais pas si on... Enfin, je choisis mon camp quelque part. Mais ce qui est terrible, en plus, c'est les retours qui tournent autour, que je mentionnais rapidement en intro, autour de ces sujets-là, où on sent bien, hein, quand même qu'il y a un mouvement aussi sur la manière de remonter les avis et les opinions. Je pense qu'à partir du moment où il y a des invectives et où il y a des propos un peu virulents, on peut s'interroger un petit peu sur la manière dont sont orientées les choses. Écoute, on va laisser ça un petit peu de côté. Et puis, sans autre forme de procès, Guillaume, on va continuer à parler quand même un petit peu de ce qui se passe. Pas du tout laisser ça de côté, en fait. Alors oui, effectivement, on va laisser cette première version du traitement du sujet, mais on va en parler encore un petit peu, t'as raison. Sur Charlie Kirk et son assassinat, les États-Unis, qui sont un pays, en fait, dans lequel on pensait que ce serait... probablement il y a quelques années encore, incapable de mener des actions de musellement des médias tels qu'on les voit récemment. Évidemment, cette vision-là des choses, c'était sans compter Donald Trump et la sphère MAGA, une victime ces derniers jours, vous l'avez probablement vu dans l'actualité généraliste, c'est l'animateur et humoriste Jimmy Kimmel et son émission Jimmy Kimmel Live qui est produite et diffusée par ABC. C'est une chaîne de télé qui appartient à Disney et évidemment, c'est derrière le premier amendement qui est devenu l'ennemi à abattre, Guillaume. C'est même un très gros groupe média. C'est vrai que, je le disais en intro, les suites de l'assassinat de Charlie Kirk continuent de rapprocher petit à petit les US
de film d'Alex Garland, Mm. et ce qui frappe peut-être le plus, c'est la manière totalement décomplexée avec laquelle la FCC s'est torché l'oignon avec le premier amendement, et pour une fois, il y a eu des réactions quand même qui ont abouti à quelque chose, justement. Hein. Alors, on va revenir quand même sur les événements. Donc, Brendan Carr a fait pression sur la chaîne ABC pour virer Jimmy Kimmel, donc présentateur très populaire dans le Late Show, un peu comme Jimmy Fallon. Je sais pas pourquoi il s'appelle tous Jimmy d'ailleurs. Bon. Enfin, en tout cas, je suis pas du tout connaisseur de Jimmy Kimmel, hein, mais ce qu'il a dit sur le meurtre de Charlie Kirk est pas franchement aussi terrible. Hein, il concernait même pas vraiment le meurtre, plutôt le comportement des magas. Hein, puisqu'en gros, il a dit le gang maga essaie désespérément de catégoriser le tueur qui comme n'étant pas un des leurs. Pour le moment, effectivement, il était probablement pas maga, mais à ma connaissance, en tout cas pour le moment, rien ne prouve qu'il était affilié à un quelconque groupe de gauche, un parti. Je pense qu'il n'a même jamais voté en fait. Donc, mais bon, politiser Tyler, évidemment, ça répond à un objectif très clair et très dangereux, c'est ce que voulait dire Kimmel. Mais peu importe en fait, hein, puisqu'à la suite de ça, Brendan Carr a fait immédiatement pression sur le groupe ABC, qui est énorme, et donc sur Disney aussi, hein, pour qu'il vire le show de toutes les chaînes, sous peur de perdre des licences ou de se faire avoir des problèmes, voilà, des procès, des machins comme ça. Bon, il y a des groupes de chaînes comme Nexstar, par exemple, hein, qui possèdent 200 chaînes, qui se sont empressés de blacklister Jimmy, surtout pas froisser Brendan, hein, parce que eux, ils ont des petits problèmes de fusion, acquisition avec d'autres gros groupes médias, des affaires à 6,2 milliards de dollars qui pourraient être compromises. Et bon, la FCC, qui est une agence gouvernementale, fait pression sur un média donc pour supprimer la parole d'un Américain. Ça, évidemment, ça fait penser au premier amendement. Mhm. Le premier amendement, faut voir que c'est pas, ça dit pas exactement ça, littéralement. Hein. D'ailleurs, le premier machin, voilà, si vous voulez savoir, c'est le Congrès ne fera aucune loi qui touche l'établissement ou interdise le libre exercice d'une religion, ni qui restreigne la liberté de parole ou de la presse, ou le droit qu'a le peuple de s'assembler paisiblement et d'adresser des pétitions au gouvernement pour la réparation de torts qu'il a subis, dont il se plaint. Bon. Alors ça, c'est la base. Mais en fait, il y a des précédents, et donc il y a eu plein d'applications déjà de jugements par-dessus, si tu veux. Et bon, donc la juge Sonia Sotomayor de la Cour suprême rappelle que déjà il y a 60 ans, la Cour a statué quand, je cite, la menace d'une entité gouvernementale d'invoquer des sanctions légales et d'autres moyens de coercition à l'encontre d'un tiers afin de réprimer des propos déplaisants, il a déjà été décidé que ça violait le premier amendement. Il y a eu plein de décisions de justice en fait où des circonstances analogues ont été jugées contraires au premier amendement. Donc on peut techniquement dire effectivement que c'est clairement un épisode qui contrevient au premier amendement. Donc, même sans loi ou procédure formelle, hein, même sans faire une loi ou sans que la FCC attaque, c'est déjà inconstitutionnel. Et pourtant, Disney, ABC, Nexstar ont été des gros lâches et ils ont capitulé. Pour cause de pognon, hein, bien entendu. Il y a des valeurs économiques à côté desquelles les valeurs de l'Amérique ont bien peu finalement. Mais bon, il y a même l'ex-PDG de Disney, d'ailleurs, Michael Eisner, qui s'en est alerté sur X, hein, lui qui a cédé à la pression du gouvernement chinois quand il était aux commandes, mais bon, passons. Brendan Carr lui-même s'est pas arrêté là, hein, il a même menacé d'autres émissions, il a menacé The View, il a menacé Jimmy Fallon et Seth Meyers aussi. Et c'est là que le backlash a vraiment commencé. Il y a des gens qui sont des abonnés des chaînes Disney, apparemment beaucoup, de plus en plus de monde dénoncent tout ça. Ça fait pas une super pub à Disney. Alors, il y a des chiffres de Culture Base qui avancent que Disney a déjà perdu 3,87 milliards suite à cette affaire. C'est Je sais énorme. pas à quel point c'est fiable ce chiffre, hein, donc à prendre avec des pincettes. Mais en tout, il y a quand même eu un impact important, puisque aujourd'hui même, on a eu la confirmation que Disney allait remettre Jimmy Kimmel à l'antenne. Mais tous les groupes de chaînes ne le feront pas. Pour Nexstar, par exemple, on ne sait pas encore. Il y en a un, je ne sais plus comment il s'appelle, qui a déjà refusé. Donc, bon, pour l'instant, voilà, il va revenir, pas partout, mais il va revenir. Donc, c'est quand même un épisode très important qui vient de se passer cette semaine. Hein. Un épisode navrant, évidemment, qui renouvelle le concept même d'hypocrisie. On rappelle que Charlie Kirk lui-même se présentait comme un absolutiste du premier amendement. Et d'ailleurs, il se privait pas de dire plein de trucs. Il y a 9 morceaux choisis en vidéo, d'ailleurs, hein, que Brut a recueilli, puis il y en a encore d'autres que j'ai chopés sur Instagram, qui sont liés dans les notes, hein, c'est dans la section interaction des auditeurs. Faites-vous plaisir, hein, voilà, comme ça vous pouvez vous faire une idée. Désormais, les États-Unis ont officiellement, d'ailleurs, le 14 octobre, hein, un jour national de commémoration de Kirk. À la suite d'ailleurs d'une cérémonie commémorative qui fusionnait complètement politique et religieux, et je rappelle que la séparation de l'Église et de l'État fait aussi partie de la Constitution américaine. Mais bon.
Ouais, elle se manifeste pas forcément dans les événements. Je voyais, l'espèce d'événement de commémoration, qui avait lieu dimanche soir, je crois, du côté des Républicains, où on avait quand même, des comparaisons et pas que dans les mots, mais au travers de symboles aussi de Charlie Kirk avec Jésus, par exemple. Bon, on sait évidemment que le lien avec, la religion aux États-Unis est pas le même qu'on peut avoir nous en France. Ça doit être, quand même compliqué, hein, dans les médias et quand, tu prends la parole sur des sujets, même sous le ton de l'humour, en fait, tu commences à ne plus avoir vraiment le sentiment d'être libre aux États-Unis. Je fais un parallèle malheureux, mais je crois qu'il y a des travers un peu partout. Moi, je pense notamment aussi à l'intervention qui avait été faite. Alors, c'est une toute autre mesure et vraiment, il faut garder les proportions, mais de Merwan Ben Lazar dans une émission de C'est à vous, je crois, et il y avait une intervention appuyée de la ministre de la Culture en France, Rachida Dati, et qui appuyait le fait qu'il ne serait plus jamais à l'écran, en tout cas dans cette chronique-là. Donc ce genre d'interventionnisme n'est pas forcément rassurant, et il y a quand même une pente glissante qui est pas très chouette. Alors ça reste quand même les sujets de médias au sens large, tels qu'on les relaie par rapport à cet événement-là, mais évidemment la température elle monte aussi d'un cran avec d'autres cibles qui font l'objet de discussions, et puis ça illustre bien d'ailleurs le lien entre la politique américaine et le monde de la tech de manière générale, et ce sont les plateformes qu'on connaît bien dans le monde du jeu vidéo. Il y a Discord, Twitch, la bibliothèque de jeux de Valve, Steam, et puis il y a Reddit aussi, l'espèce de réseau social type forum, et il va falloir qu'il s'explique, Guillaume. Oui, le tueur a fait référence à un jeu vidéo, Helldivers. Il était très connecté, évidemment, il fréquentait plein de trucs, il fréquentait Discord en particulier, et Steam, évidemment. Donc ça y est, encore une fois, le jeu vidéo devient suspicieux, c'est reparti, comme en 84, hein, voilà, bienvenue en 1984. Alors, je fais référence à la panique morale de ces années-là envers les jeux vidéo et les jeux de rôle, bien sûr, et pas du tout un roman dystopique sur une société de surveillance totalitaire. Oh, ça serait vraiment pas subtil. Le comité d'inspection et de réforme du gouvernement, parce que oui, ce truc existe, a invité les PDG de Discord, Valve, Twitch et Reddit à témoigner le 8 octobre sur la radicalisation en ligne. Donc le comité affirme que le Congrès doit surveiller les plateformes que les radicaux, comprendre de gauche, hein, bien entendu, utilisent pour promouvoir la violence politique. Bon. Alors, ils demandent au PDG d'expliquer les mesures qu'ils mettront en place pour empêcher l'exploitation néfaste de leurs services. Alors, c'est comme les autres fois, honnêtement, hein, parce que c'est pas la première fois, en fait. Hein. Discord et Twitch font l'objet d'enquêtes à ce genre d'occasion, si tu veux, c'est assez courant, quoi. Hein. Il y avait... lors de l'émeute de Buffalo en 2022, il y avait eu à peu près la même chose venant du procureur général du New Jersey. Ils ont plus ou moins été incriminés à chaque tragédie, à chaque fusillade, à tort ou à raison d'ailleurs. Et finalement, il n'y a pas énormément de choses qui changent. Vu l'hystérie collective, par contre, à laquelle on assiste, on peut être un peu plus inquiet cette fois-ci, parce qu'il y a vraiment un tournant quand même. C'est assez impressionnant. Les conservateurs ont toujours fustigé la cancel culture, hein, et la censure, les biais, tout ça. Et comme ils font tous scrupuleusement tout ce dont ils ont accusé les autres de faire, il faudra surveiller ça de près quand même. Effectivement. Chaque semaine, c'est une nouvelle illustration, et vous le voyez plus que jamais, de la polarisation des débats publics et politiques en lien avec la tech. Un peu comme dans les avis Apple Podcast de Tech Café. Plus que jamais, la droite accuse la gauche de mentir, d'être woke, mais aussi, Guillaume, de violence. Et oui, ça y est, pour clore cette sélection post-Kirk, Trump a décidé de déclarer les mouvements radicaux de gauche comme étant du terrorisme, carrément, hein, les antifas. Alors, comme si les antifas, c'était un mouvement structuré, quoi, mais bon. Voyez-vous, la gauche est d'une violence inouïe, quoi, jamais vue. Vraiment, la gauche est super violente. Et je salue au passage le tueur de Charleston, celui de la synagogue de Pittsburgh, celui du Walmart d'El Paso, celui du nightclub gay d'Orlando, tous ces braves gens qui, au moins, ne sont pas des communistes. Comme ce Zuckman là, hein, cet extrémiste, voilà, un terroriste qu'il a dit Bernard. Pauvre Bernard Arnault, n'est-ce pas, qui voit son modeste capital de 204 milliards d'euros menacé, pauvre homme. Mais bon, recentrons-nous sur la violence, hein, nous sommes des passionnés de violence. Si on essaye de faire le compte, c'est quand même pas simple, hein, surtout si on se borne à la violence politique qualifiée, parce que, en fait, la violence aux États-Unis, elle est tellement partout, elle est tellement omniprésente qu'en fait, la violence politique, c'est largement minoritaire dans un pays qui a entre 4 et 12 tueries de masse par an. Il y a encore beaucoup plus de fusillades, hein, qui sont plus ou moins mortelles, plus ou moins dangereuses.
Rachel Kleinfeld a fait un graphique de la violence par motivation et bord politique, donc sur les 6 dernières années. Les données venant de la Global Terrorism Database. Le nombre d'attaques perpétrées par des gens d'extrême droite est en augmentation exponentielle depuis une dizaine d'années, jusqu'à 50 fin 2018, largement au-dessus des attaques d'extrême gauche, qui tournent à moins de 10. Les écologistes, eux, ils étaient assez actifs début des années 2000, mais là, ils sont plus que des petits joueurs, quoi. Et même la religion est en perte de vitesse, c'est dire. Depuis 2001, la violence d'extrême droite est responsable de 75 à 80% des victimes tuées, je veux dire, des morts. Les attaques d'extrême gauche ayant plutôt tendance d'ailleurs à se concentrer sur les dégâts matériels, les incendies, le vandalisme, ce genre de trucs. Selon les chiffres, la violence politique est de reste très minoritaire face à la violence tout court, attention, on le redit. Et la violence d'extrême droite est largement plus fréquente et meurtrière que celle d'extrême gauche. Alors ça n'excuse personne, tout à fait, c'est vrai. Mais ça met en perspective la complète absurdité des commentaires qu'on lit à longueur de déclarations de Trump et des MAGA en son nom. Je rappelle qu'il y a eu des appels à emprisonner tous les démocrates. Il y a eu même cet été, il y a eu des tentatives de meurtre contre des élus démocrates. Bref, mais tout ça, c'est juste une motivation pour une chasse aux sorcières absolument monstre. Et en fait, McCarthy, il va pas être jaloux, il va être complexé. C'est bien possible. On va continuer. Alors, tu le disais, on va clore un petit peu ce chapitre Charlie Kirk, mais on a quand même, vous savez que c'est important pour nous et c'est important dans Tech Café, besoin de suivre quelques événements qui touchent à la politique parce qu'ils touchent très, très directement ce qui se passe dans le monde de la tech. Et en l'occurrence, les entreprises de la tech, elles emploient massivement des personnes qui ne sont pas des citoyens américains. Et en fait, pour ça, il existe un visa spécifique, alors que j'ai découvert à l'occasion de l'info qu'on va traiter, c'est le visa H1B. Alors moi, je croyais que c'était une dureté de crayon de papier, tu vois, il y a les 2 H, les HB, les H1B. Non, c'est le nom d'un visa aux États-Unis. Il a un montant, et je crois qu'il y a une loterie derrière. En tout cas, le montant, c'est $215. Et Guillaume, Donald Trump a décidé d'augmenter, augmenter c'est le moins qu'on puisse dire, ce tarif, et ça fait en fait trembler toute la Silicon Valley. Ça augmente de combien, Guillaume ? Oh, ça augmente un tout petit peu, écoute. C'est le plus gros doigt qu'il pouvait faire à Elon Musk et à toute la tech, en fait. Trump l'a fait, quoi. Il a annoncé que le H1B coûterait désormais $100,000 de commission, $100,000 de commission par an. Le visa H1B, c'est le sang de la Silicon Valley. Effectivement, comme tu l'as dit, toutes les grosses boîtes utilisent des tonnes de ces visas pour faire venir des ingénieurs et des scientifiques étrangers. Elon Musk lui-même, sud-africain de naissance, est venu travailler aux États-Unis avec un H1B, après avoir été étudiant. Mike Krieger, qui est cofondateur d'Instagram, pareil. Amazon en emploie 14 000. Google, Meta, Apple, Microsoft en ont tous plus de 4 000. Elon dit que les conservateurs voulaient déjà du mal à se viser. Enfin, Elon a dit un petit peu, on a déjà parlé un petit peu de ça, parce qu'à un moment, il s'est un petit peu lâché sur X là-dessus, puisque il a dit qu'il entrerait en guerre à ce sujet, que c'était par ce visa précisément que ça lui a permis à lui et à une multitude de personnes clés à Tesla et à SpaceX de venir et de faire, d'exister, quoi. Ce qui est très factuel quand même. C'est vrai pour des centaines d'autres boîtes aux États-Unis, quoi. Et donc il était très violent, d'ailleurs, sur X, verbalement, je veux dire. Il s'est très fermement positionné contre, apparemment Donald s'en fout complètement. Actuellement, il y a un maximum de 65 000 visas de ce type par an, plus de 20 000 pour les diplômés des universités. Donc sur ces 85 000 personnes, combien pourront payer $100,000 par an ? Une petite fraction, je ne sais pas, 10%, 1%, je ne sais pas. Enfin, dans tous les cas, actuellement, 65% des travailleurs dans le secteur informatique seraient sur un visa H1B, soit 2 fois plus qu'il y a 20 ans. S'il y a même ne serait-ce que la moitié des candidats qui peuvent plus venir, ça va impacter le secteur très très fort. Est-ce que ce ne serait pas les entreprises de la tech qui pourraient prendre en charge ce montant, si tant est que ça perdure ? Oui, alors justement, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'en fait, alors le chiffre de 65%, il vient de la Maison-Blanche, c'est ce que je cite là pour le coup. D'ailleurs, dans le même temps, la Maison-Blanche indique aussi que le chômage des jeunes a grimpé de 6%, évidemment, c'est la faute aux étrangers. Alors, il est très possible d'ailleurs que ce soit en partie vrai, puisqu'il est très possible que des boîtes utilisent des visas de travail
C'est vrai hein, qu'ils en abusent aussi. C'est pas voilà. Il n'a pas effleuré Trump que si les boîtes utilisaient autant d'étrangers, c'est peut-être parce qu'elles trouvaient pas assez d'Américains qui ont les compétences en fait. Mais bon, les étrangers prennent le travail des bons Américains, blancs hein, de préférence, et puis voilà, on se pose pas la question des qualifications. C'est tout simplement se tirer une balle dans le pied, encore une. Hein. Bon, c'est vrai qu'à ce niveau-là, je pense qu'il faut viser les orteils au AK-47, hein, ce serait plus efficace. Parce qu'entre les droits de douane, l'hostilité générale aux étrangers, alors il y a tout un tas de trucs. Vous avez vu passer évidemment le raid dans l'usine Hyundai. Toutes ces politiques anti-migratoires vont quand même beaucoup remodeler le flux de cerveau dans le monde, tout simplement. En Inde, par exemple, voilà, où c'est 70% de ces visas, ça vient d'Inde. Hein. C'est un changement d'époque. Hein. Et puis après, il y a les Chinois aussi, beaucoup, qui viennent. Et les Chinois, ils vont voir leur cerveau rester en Chine, du coup. Et ça les arrange bien, en fait, tu vois. Et quoi, de toute façon, c'est pas l'avantage des États-Unis, parce que sans scientifiques et ingénieurs étrangers, les États-Unis sont condamnés à une lente décadence technologique, à mon avis. Hein. Et bon, alors vous pourriez me dire, ok, c'est cohérent, au moins avec les promesses anti-immigration de Donald, hein, voilà, c'est dans sa politique, tout ça. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être effectivement aussi une manière de racketter les entreprises, parce que si elles doivent payer 100 000 $ par employé, effectivement, ça fait des millions, des centaines de millions de dollars, Ça fait des beaucoup milliards d'argent. Ouais. même, et donc c'est toujours bon à prendre, hein, c'est toujours bon à pomper. Mais en fait, il y a aussi des petites lignes dans la section 1C de cette nouvelle loi. Des petites lignes qui stipulent qu'en fait, ce sera à la tête du client. Il est écrit noir sur blanc que c'est entièrement à la discrétion du ministère de la Sécurité intérieure. Donc, ça transforme cette mesure, en fait, en un nouveau moyen de pression du gouvernement sur les entreprises, hein, ni plus ni moins. Parce que si ça arrange le gouvernement, si Trump est d'accord, si tu es loyal, en gros, c'est bon, tu peux y aller. Sinon, c'est 100 000 balles par tête à tes parents, et là, tu réfléchis, tu vois. Mais bon, après, tu fais comme tu veux, t'es libre, hein, mec, c'est l'Amérique. Bon. Je vous ai dit aussi que de toute façon, tu pourras bientôt payer $1 million pour simplement acheter une carte verte. Avec Trump, t'as pas besoin d'être qualifié, hein, il suffit d'être riche, et puis tu fais ce que tu veux. Donc, oui, c'est aussi, donc voilà, qu'est-ce que c'est? C'est une énorme erreur, probablement, un moyen de pression, certainement, et un moyen de gratter aussi un petit peu de pognon. Mais stratégiquement, c'est un truc qui va avoir des conséquences absolument énormes. Je vois pas comment ça peut. Enfin, en fait, alors bon, sur plein de sujets qui touchent à la tech et en ce moment à la politique de Trump, on se dit en permanence, je vois pas comment ça pourrait être maintenu. Et en fait, l'histoire nous montre que si, il y a des choses qui paraissent aberrantes et infaisables et qui sont faites malgré tout. Moi, j'ai du mal à considérer le fait que ces tarifs-là de 100 000 $ par visa H1B puissent être maintenus. Et en fait, je dis ça avec un angle d'annulation. Tu vois, de par les échanges avec l'industrie de la tech, peut-être que Trump et que l'administration pourraient se dire bon, ok, c'est pas viable, on est peut-être allé un peu vite. Ils vont pas le dire comme ça. Mais en fait, clairement, la manière dont c'est amené et ce système d'exception auquel on peut faire appel un peu à la carte, ça ouvre quand même à un système de corruption largement organisé qui me semble être assez effrayant. De toute façon, c'est comme ça que Trump fonctionne, à absolument tous les niveaux. Ouais. Je veux dire, le Congrès, tous les élus républicains lui doivent quelque chose. Tous les élus républicains sont terrorisés. C'est pour ça que le Congrès ne fait strictement rien. Je veux dire, le parti républicain n'existe plus. Il n'y a que Trump, et puis tout le monde y obéit parce que tout le monde est terrorisé. Tout le monde est obséquieux, fait des concours d'obséquiosité vis-à-vis de lui. C'est absolument incroyable. C'est un parrain de mafia. Il ne se comporterait pas autrement. Ouais. Et il y a des moyens de pression de partout. Il y a... bon. On pourra en discuter longtemps, mais après, je vais avoir encore des commentaires. Oui, ça, on en aura de toute façon, mais il faut les accepter. Je serai là, Guillaume, je ferai front à répondre à ces commentaires. Mais en tout cas, c'est marrant parce que ça illustre... Comment ? T'embête pas trop. Oh, ça me fait plaisir. Mais pas... oui, c'est vrai. Parfois, ça ne mérite pas. Mais au passage, c'est marrant parce que ça illustre vraiment très très bien la suite qu'on va aborder dans cet épisode. Parce que je disais qu'il y a plein de situations sur lesquelles on pense que ça peut pas arriver. Et justement, je faisais mon malin il y a pas si longtemps que ça encore. Je disais que franchement, TikTok, ça resterait chinois, que Trump aurait beau exiger que ce soit racheté par des boîtes américaines, il n'y arriverait jamais, qu'il repousserait mois après mois indéfiniment, que la Chine ne laisserait jamais les États-Unis racheter TikTok. Et il semble bien que j'avais tort, Guillaume, il va arriver à ses fins, c'est ça, Donald Trump, là-dessus? Oui, alors disons qu'il y a un épisode de plus dans cette série complètement naze sur TikTok. Depuis le temps qu'on se traîne ce sujet. Bien sûr, la deadline est repoussée en décembre, évidemment. Mais il y a un accord qui serait imminent. Voilà. Alors, il n'est pas complètement clair là tout de suite au moment où je parle, mais il y a un accord qui
qui, pour résumer, serait un peu ce qui se fait aujourd'hui, mais en plus gros, quoi, puisque Oracle, avec un consortium qui comprendrait d'autres investisseurs comme Silver Lake, Andreessen Horowitz, prendrait 80% de TikTok. Donc la branche États-Unis, Biden s'en conserverait quand même 20%. Il conserverait le contrôle de l'algorithme de recommandation, dont il donnerait une licence au consortium qui entraînerait l'algo sur des données purement états-uniennes. Et bien sûr, le reste du monde serait toujours interopérable avec les TikTokers européens, évidemment, ça, tout le monde se voit. Et donc, je sais pas. Alors, évidemment, Oracle gérait déjà les données des Américains sur ses serveurs. Alors, augmenter la part de TikTok États-Unis, est-ce que ça va encore plus empêcher les tentatives présumées de propagande, de manipulation, de récupération des données ? Bon, écoute, il semblerait que l'algo sera géré, scruté par Oracle. Il y aura une surveillance continue des résultats de l'algo. Ils vont le tester, tout ça, en laboratoire. Bon. Ok, ça reste encore un poil flou, mais Trump a aussi donné un indice sur pourquoi tout ce bordel est quand même encore en route. Parce que tout simplement, son gouvernement devrait palper plusieurs milliards de dollars de commissions sur la transaction. Et oui, il y a de l'argent à se faire. D'où, je sais pas, 2 boîtes privées font affaire, et puis des boîtes privées comme ça font affaire entre elles, et puis elles doivent payer une commission. Je sais pas, parce que c'est pas un impôt, c'est pas une taxe, non, c'est une commission. Je sais pas, voilà, c'est du racket comme d'habitude en fait. Je veux dire, voilà, c'est juste le business mafieux as usual qu'on voit, quoi. Alors évidemment, les boîtes elles acceptent de payer aussi parce qu'elles ont l'espoir de se faire encore plus de blé, probablement. Qu'elles n'ont pas le choix aussi. C'est mafieux, moi j'arrive plus à faire la différence de toute façon, très honnêtement. Écoute, je pense que c'est trop compliqué pour qu'on essaye de trouver une logique derrière tout ça. Il y a même la prise de parole de Trump là à l'occasion de la conférence à l'ONU là qui est absolument ahurissante. Mais je pense qu'on va peut-être quand même mettre fin à ce sujet hautement politique, même si on continuera à suivre ces sujets pour avoir cette vision qui impacte très directement, et on vous a déjà expliqué dans quelle mesure la tech et les usages qu'on en a au quotidien. Mais j'ai l'impression qu'en tout cas, il illustre bien le fait que pour TikTok, la persévérance, c'est la clé pour arriver à ses fins. Et peut-être que Guillaume, il va falloir que j'en inspire. Peut-être que c'est un enseignement qu'il faut que je retienne. Alors notamment pour vous partager ma situation professionnelle, parce que je vais continuer à vous parler un petit peu de ma situation. Si vous écoutez mes podcasts depuis un moment, vous savez que je suis à mon compte depuis le début de l'année 2025 en intégralité. Je me consacre à la création de contenu. Et Tech Café, c'est une énorme part de mon activité. Et puis, ma rémunération, mon salaire, il est largement constitué de vos abonnements premium à Tech Café. Alors le principe, il est très simple. En fait, vous allez sur patreon.com/techcafé et puis vous pouvez vous abonner mensuellement ou annuellement. Il y a même une petite réduction pour les abonnements annuels. Et vous pouvez profiter des épisodes sans la pub, mais aussi d'infos exclusives. Et puis vous assurez évidemment que le travail qui est fait pour vous amener ces informations tech, on l'espère, qualifiées dans un format unique jour après jour et rémunéré à sa juste valeur. Alors d'ailleurs, peut-être que vous avez remarqué au quotidien que Tech Café vous servait dans votre environnement professionnel. Je le dis vraiment sans rigoler. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se forment et qui s'informent sur la tech et sur des enjeux qui touchent directement leur activité professionnelle grâce à Tech Café, parce que ça leur permet d'écouter le podcast dans des moments un petit peu plus accessibles de leur journée, comme par exemple les transports ou quand ils ont des moments disponibles pour écouter du contenu. Et il y a évidemment beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui sont passionnés par la tech, mais il y en a aussi énormément dont c'est le métier. Et les informations, quand elles vous sont partagées dans Tech Café, je pense qu'elles vous sont hyper utiles, différenciantes, elles vous donnent une longueur d'avance. Alors si vous voulez pas que ça disparaisse un jour, abonnez-vous sur patreon.com/techcafé et puis n'oubliez pas, envoyez le justificatif en note de frais à votre manager. Rendez-vous sur patreon.com/techcafé. On continue cet épisode avec une série d'annonces très appareil connecté du moment. La semaine dernière, il y a Mark Zuckerberg, le patron de Meta, qui a présenté sa nouvelle gamme de lunettes connectées, les Meta Ray-Ban 2 avec une meilleure définition de caméra que les Meta Ray-Ban première génération qu'on voit déjà là en partie autour de nous. Il y a aussi les Meta Ray-Ban Display qui amènent une évolution alors qu'on mérite qu'on s'y intéresse un petit peu. C'est un petit écran avec une bonne définition sur le coin droit. Ça rappelle un peu l'idée des Google Glass, mais évidemment avec une solution beaucoup plus moderne. Et puis surtout, il y a une nouvelle manière d'interagir avec l'interface. Un petit bracelet, j'ai l'impression à scratch, un petit bracelet. Il suffit d'un geste pour naviguer dans le menu, puis on peut même faire, c'est génial, de l'écriture virtuelle avec sa main pour saisir du texte. Guillaume, c'est le futur ?
Ouais, enfin, c'est le futur, ça fait un bail maintenant qu'on en parle de ce genre de truc. Hein. Après Ouais. avoir raté la révolution du mobile, après avoir échoué à devenir une force comme iOS ou Android, Mark Zuckerberg veut absolument créer une nouvelle plateforme à lui. Une plateforme qui lui appartiendrait et qui lui permettrait de récolter une masse formidable de données, de signaux toujours plus intimes, qu'il pourrait utiliser, monétiser sans rien demander à personne. Hein, parce que là, il voit bien qu'Apple peut décider du jour au lendemain de restreindre l'accès aux données des iPhones, et ça, c'est pas acceptable. Hmm. Mark, il veut être l'Apple ou le Google d'une nouvelle génération d'appareils qui succéderait au smartphone, et pour lui, c'est les lunettes connectées, la réalité augmentée, le metaverse, tout ça un peu pêle-mêle finalement, on voit ce qui colle, mais bon, l'objectif c'est toujours le même, hein, c'est de créer un écosystème à lui qui lui serait, qui serait aussi démocratisé, hein, qui serait aussi utilisé que le smartphone pour faire un énorme relais de croissance. Technologiquement parlant, ça avance doucement, ce petit truc, effectivement. D'année en année, petit à petit. Et la Connect 2025 fait quand même un bon pas vers cet objectif en présentant les Ray-Ban Display. On connaît déjà les Meta Ray-Ban qui ont trouvé un certain public, disons. Il y a une version 2 qui arrive avec meilleure batterie, meilleure caméra. On a aussi droit à des lunettes de ski Oakley Meta Vanguard qui sont la version sport. On va dire que les Meta Ray-Ban c'est avec une c'est comme des Meta Ray-Ban, tu as une caméra sur le nez en fait. Voilà, Plus centrale en fait. Voilà, qui a un angle de 122 degrés et une intégration avec des applis Strava, Garmin ou Apple Santé. Donc c'est beaucoup plus ciblé sportif. Je vois mal d'ailleurs quiconque porter ces trucs au quotidien. Mon fils, il a des lunettes un peu comme ça, aussi énormes. D'accord, il les perd tout le temps. Tout le temps, du matin au soir. Non, pas tout le temps, mais très souvent, crois-moi, très souvent. Ah bon. Le plus intéressant, c'est évidemment, c'est les Ray-Ban Display quand même dans tout ça, et qui sont essentiellement ils nous refont une Google Glass quand même, mais à la mode 2025. Donc il y a intégré évidemment comme avec les Ray-Ban standards du reste, mais il y a aussi un bracelet qui est intriguant effectivement. Alors les lunettes ont un écran qui est sans doute bien meilleur que les Google Glass en leur temps, parce que ça fait quand même 20 ans. Non, ça fait quand même 10 ans. Non, 2013. Déjà 2013, mais tu te rends compte? Oh là là. C'est fou, hein. Ça fait mal au cœur. Enfin, en tout cas, ce nouvel écran fait 600 par 600 sur 20 degrés de champ de vision. Il apparaît sur un seul œil. Il a une luminosité qui est assez forte, qui peut s'adapter en tout cas entre 30 et 5000 nits. Donc tu peux l'utiliser en plein soleil sans aucun problème. Les lunettes sont des Ray-Ban qui peuvent passer inaperçues, mais qui restent quand même des grosses lunettes, c'est relativement épais. La caméra intégrée permet de montrer le monde donc, que tu vois à l'IA, avec laquelle tu peux discuter, effectivement, demander des trucs sur ce que tu regardes à l'écran. Bien sûr, ça a une foule de possibilités. Alors l'écran, il est semi-transparent, mais il peut tout afficher, à commencer par une preview des vidéos ou des photos que tu peux prendre, ce qui est déjà sympa. Et puis, évidemment, plus ou moins tout ce qu'un smartphone pourrait afficher, notifs, page web, carte. Après, il y a aussi ce bracelet, donc comme tu l'as dit, qui fonctionne par électromyographie, donc qui capte les influx nerveux du poignet, des muscles du poignet, pour interpréter les gestes. Et donc, même s'il ne voit pas, en fait, il y a rien de visuel, donc tu peux faire ça avec les mains dans le dos. Il n'y a pas de problème. Tu n'as plus besoin de parler, du coup, ça c'est très intéressant. Tu n'as plus besoin de parler pour interagir avec les lunettes. Tu peux cliquer, faire défiler et même écrire raisonnablement vite, on va dire, pour répondre à des messages, rentrer une adresse, etc. Et ça a l'air de fonctionner plutôt bien, en fait. Alors, ces lunettes sont un vrai produit, vous pouvez vraiment les acheter, c'est plus un prototype, ça sortira le 30 septembre et ça coûtera $800. Ce qui n'est pas si énorme pour un remplacement de smartphone que ces lunettes ne sont pas. Oui, c'est assez cher pour un accessoire dont l'usage est finalement proche de celui d'une montre connectée, quoi. Ouais. Alors c'est comme pour moi c'est vraiment comme une montre connectée avec des plus et des moins, quoi. Donc avec une montre aussi t'as accès à plein de trucs sans sortir ton smartphone. Évidemment une montre ne peut pas filmer ce que tu vois, il faut sortir le téléphone pour ça. Et si tu veux savoir quel est ce légume transgénique au supermarché, il faut sortir ton téléphone, c'est vrai. Une montre ne diffuse pas non plus de musique dans tes oreilles directement, alors que les lunettes, oui, c'est vrai, et puis elles peuvent te permettre de répondre à un appel WhatsApp, peut-être de manière un peu moins, je sais pas, discrète, mais bon. Mais le truc, c'est quand même une montre, c'est beaucoup moins cher, et puis surtout beaucoup plus facile à porter tout le temps, et tu vois, au quotidien pour tout le monde, quoi. Surtout pour les gens qui ne portent pas de lunettes. Parce que je pense l'avoir déjà dit, mais il y a un truc qui me chiffonne, moi, avec cette idée de vouloir à toute force vendre des lunettes à tout le monde, ou même de dire que les lunettes vont remplacer le téléphone. C'est qui a envie de porter des lunettes, en fait? Il y a beaucoup de gens qui veulent pas porter de lunettes, qui portent des lentilles, pour justement ne plus avoir à porter de lunettes. Présent. Et là, on te propose, mais c'est ça, on te propose de porter des grosses lunettes avec des montures que tu peux même pas choisir, qui sont pas du tout discrètes quand même. Elles sont moches. Et tu dois les porter, même si tu as 10 sur 10 à chaque œil. Je veux dire, pourquoi? Enfin, je sais pas. Moi, j'ai 10 sur 10. Moi, je suis. Si je pouvais ne pas porter de lunettes, je n'en porterais pas. Tu vois, je sais pas pourquoi tout le monde voudrait porter des lunettes. Bon. Parce qu'ils vous rendent ça cool. Voilà pourquoi.
Ouais, ou alors qui compte sur le fait que tout le monde sera myope d'ici peu, ce qui Ah, pourrait c'est bien arriver possible. d'ailleurs. Vu la consommation Mais des écrans avec des âges de plus en plus jeunes, c'est bien possible que ça favorise la myopie à grande échelle. parce que c'est déjà en route, hein. Enfin, il y a déjà un phénomène comme Mm. ça qui est clairement en route. Enfin, donc, en tout cas, les lunettes sont plus intrusives à porter qu'une montre, moi je trouve, hein. Et surtout pour les autres, c'est vrai, c'est plus intrusif pour C'est soi, mais c'est indéniable. aussi beaucoup plus intrusif pour les autres des lunettes. Comme à chaque fois, évidemment, hein, je suis obligé de pointer du doigt que porter une caméra de surveillance sur la tête en permanence dans l'espace public, ça va pas de soi, ni socialement, ni même réglementairement d'ailleurs. Et en particulier quand elles sont en ligne directe avec un serveur de Meta. Ce qui amène bien sûr au terme de la vie privée, mais bon, j'ai franchement l'impression de radoter en disant la même chose absolument chaque année, à chaque Meta Connect. Bon, écoute, C'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle de ces trucs, en fait, on n'ose même plus dire l'évidence parce que on a l'impression effectivement de radoter et de redire systématiquement les mêmes choses. C'est-à-dire qu'on a quand même un produit qui technologiquement, objectivement, techniquement entre les mains, il est intéressant. Et je suis sûr qu'il y a des usages pro qui sont très cool dans les coulisses d'événements pour des créateurs de contenu. Je trouve ça génial. Mais juste à grande échelle, ça pose tellement de problèmes. Je sais pas. Voilà, pour des usages particuliers et pour des pros, tout ça, c'est Mm. très cool en fait. C'est vraiment Bah très ouais. très cool. Mm. Après, pour tout le monde, tout le temps, 24, non, Mm. mais bon. En plus, Guillaume, tu ne t'attardes pas sur le sujet, mais je pense que ça mérite quand même de le souligner parce que c'est rigolo et parce qu'on ne peut pas s'empêcher quand même de sourire ensemble. Cette conférence MetaConnect, en fait, Mark Zuckerberg, il a voulu qu'elle soit en direct. Et quand on fait une conférence au direct, on est confronté à quoi? Aux aléas du direct. Alors, j'ai regardé... en fait, je voulais regarder toute la conf l'autre jour. Et puis bon, j'ai eu ni la possibilité, ni le temps, ni le courage. Et donc, j'ai regardé les bons vieux montages en 10 minutes des conférences qui sont largement suffisants. Et surtout, vous pouvez aller voir les petits fails parce qu'il y a des problèmes au niveau de plusieurs démonstrations qui, je t'avoue, vraiment impose un sacré malaise. Je t'avoue que la force d'âme, quand tu es dirigeant d'une boîte comme Meta, que tu es sur scène, que tu présentes un truc et que ça foire, ouah, faut avoir sacrément les reins solides. Guillaume, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été question de problèmes de Wi-Fi. Je crois que c'est un petit peu plus compliqué que ça, ou plus simple au contraire. C'est plus compliqué que ça. Non, c'est plus compliqué que ça en fait. Il y a eu des moments gênants, c'est vrai, donc drôle à cette Meta Connect. On est obligé de le dire. Avoir des lunettes connectées, c'est aussi avoir des lunettes qui bug. Et ouais, c'est ça le futur, hein, avoir des lunettes qui crachent, qu'il faut rebooter. Faut mettre les lunettes à jour pendant 50 minutes. C'est des trucs cool. Ouais, bon, on est habitué maintenant. Hein, j'ai même eu à rebooter ma télé dernièrement. Ah, et donc, t'avais pas une télé que tu gardais qui était assez peu connectée, Guillaume? T'as dû la changer? Elle est morte maintenant. Télé plasma, t'avais? Oui, la plasma, elle est morte. Ah. Eh oui, paix à son âme, paix à la télé plasma de Guillaume. Je suis le propriétaire d'une télé qui doit se mettre à jour. J'imagine à quel point tu dois pester à chaque fois que tu l'allumes. Je suis désolé, mais ça me fait presque autant rire que les bugs de Mark Zuckerberg. Non, mais c'est ça, c'est une télé, tu l'allumes, elle boot. T'attends 30 secondes, et je sais pas, qu'elle boot. Bref. Je suis désolé. On n'est pas là pour ça. En tout cas, c'est vrai qu'il y a des moments cruciaux, effectivement. Hein, il y a eu des gros problèmes. Alors, par exemple, un des moments, ça a été Meta. Parce qu'on ne peut pas cuisiner efficacement sans des lunettes connectées. C'est impensable. Surtout un sandwich, Guillaume. Qu'est-ce que tu peux faire sans lunettes connectées, quoi? Surtout un sandwich. T'avais une IA, donc t'avais un chef, je sais pas, un influenceur bouffe, hein, avec des lunettes, quoi. Et puis, il regardait un truc, et puis il voulait faire une sauce, et puis l'IA était censée lui dire comment tu fais ta sauce. Et donc, il lui demande alors la sauce, et donc l'IA, elle crache à ce moment-là. Donc, elle n'a pas répondu, donc il a insisté. Et donc, il avait une détresse lisible, vraiment, hein, sur sa tronche en fluo, quoi, le gars, mais voilà, c'est arrivé en plus après à Zuckerberg lui-même, hein, qui était censé répondre à Bosworth, le directeur technique, hein, qui a totalement foiré. Ça a duré des minutes. Marc était furax, il paraît. Mais bon, c'est pas juste de se moquer, même si on va le faire quand même. Les démos live sont toujours risqués, c'est vrai. C'est pas la première victime, hein, mais de ce genre de truc. On se rappelle de Steve Jobs, qui avait eu des problèmes avec l'iPhone. C'est légendaire. Mais ça arrive souvent. Et en fait, Bosworth, il a tenu à expliquer ce qui s'est passé, et c'est pas vraiment un problème de Wi-Fi, en fait. Ça a été viteuf évoqué sur scène pour dire c'est le Wi-Fi, il a bon dos, le Wi-Fi, hein, pauvre Louis. C'est toujours sa faute à lui. Non. Alors, la première bourde, c'est quand même la plus rigolote. Parce que quand le chef est dans la sauce avec sa sauce, là, pour activer les lunettes, il dit « Hey Meta, start live AI ». Et là, cette phrase clé a activé en fait toutes les lunettes Meta présentes à la conférence.
toutes les lunettes ont appelé en même temps le serveur. L'endroit du monde où il y avait le Ça, plus de lunettes méta connectées, concentrées. effectivement, c'est voilà, MetaConnect, il y a plus de choses, il y en a à voir. Hein, oui, ça c'est clair qu'il y a une fête de l'humain. Enfin, en tout cas, pour être sûr, ils avaient quand même routé tout le trafic vers un serveur de développement spécifique. Ça, c'est malin. Bon, justement, le serveur de développement isolé, il était là pour ne pas cracher. Il ne faut pas que ça crache, il faut que ça soit connecté, tout ça. Le problème, c'est qu'il n'était pas immense non plus, ce serveur. Et que quand il s'est pris la volée de requêtes en même temps de toutes les lunettes de toute la conf, eh ben, il a craché, tout simplement. Donc Meta s'est fait une attaque DDoS tout seul, tout simplement. Alors la deuxième panne, c'est juste un bug en réalité. Hein. Les lunettes étaient entrées en veille juste au moment où l'appel s'est produit. C'était un appel WhatsApp. Et donc deux processus se sont mis en compétition. Les lunettes ont paniqué, quoi. Hein. Donc c'est un bug qui était complètement inédit, qui a été résolu donc. C'est un bug qui a été débugué vraiment au meilleur moment possible imaginable. Bon, ça la fout mal, mais voilà, écoute, ça veut pas du tout dire que le produit est moisi. Hein. Voilà, les pannes, ça arrive à tout le monde, quoi. Je me mets à la place de Mark Zuckerberg qui, je pense, investit beaucoup de son énergie, sans doute, hein, dans ce produit et qui a tenu absolument à faire un truc en live parce qu'il y croit justement à son produit. Et malheureusement, je pense qu'à l'heure à laquelle on vit et avec l'expérience qu'on a des démos live sur la tech, l'effet Bonaldi, il coûte trop cher et je pense qu'il faut désormais être raisonnable et filmer ta conférence et la diffuser, ça me paraît beaucoup plus sérieux. Mais écoute, bon, peu importe, ils font leur choix. Et puis, comme tu le dis, c'est important de le souligner, le produit est peut-être dans l'absolu très bien et très solide. C'est plus un prétexte à en rigoler. Je voudrais quand même souligner juste un truc, Guillaume. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais même pendant le bug, l'interface avec le bracelet pour naviguer dans les menus avait l'air plutôt fluide. Et je dois dire, alors sans doute que Mark Zuckerberg est probablement le type qui a le mieux préparé et plus utilisé l'interface de navigation dans ses lunettes connectées, mais en vrai, ça marche pas mal. Et autant moi, je suis sceptique et je me vois pas du tout porter un truc pareil, en plus de lunettes que je devrais porter pour avoir une connexion, je dois dire quand même que je trouve ça bluffant, si jamais ça se vérifie, que ce soit aussi agréable. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas Meta qui l'a inventé, on en a déjà parlé de ces interfaces au poignet et qui captent un peu tes mouvements. Il y a des petits mouvements qui sont pas inintéressants dans la dernière version de WatchOS pour l'Apple Watch, qui se base un petit peu sur ces principes beaucoup plus simples. Et vraiment, moi, ce que j'ai trouvé très cool, c'est le principe d'écrire quelque part sur le sol en virtuel avec ta main et que le bracelet arrive à reconnaître ce que t'écris. Si ça marche, chapeau. Mais Guillaume, il n'y avait pas que ces annonces matérielles à MetaConnect, il y avait aussi d'autres choses. On va le rappeler, le réseau social du métavers par Meta, c'est un truc qui s'appelle donc Horizon Worlds. Et on peut pas dire jusque-là que ça a eu un succès incroyable. On peut pas dire non plus que ce soit particulièrement d'ailleurs très beau et très évolué graphiquement. En fait, ça pourrait changer parce que Meta propose un tout nouveau moteur graphique, c'est Horizon Engine. J'essaie de bien dire Engine. Ils avancent aussi en plus sur l'autre grande utilisation des casques de réalité virtuelle et de réalité mixte. En fait, c'est la consommation vidéo sur des plateformes de streaming. C'est ça, Guillaume ? Oui, il y a eu quelques petits trucs plus métaverse, on va dire, avec une refonte du moteur graphique d'Horizon. C'est un nouveau moteur, hein, donc ça va améliorer les graphismes, la fluidité, et aussi le nombre maximal de participants dans une instance VR sur Horizon. Et puis il y a aussi eu l'annonce d'Horizon TV. Donc ça, c'est une appli, hein, tout simplement, qui sera un hub vidéo pour regarder des shows de plein de canaux différents. Donc il y aura Prime Video, Peacock, Disney+, ou Twitch même. Et au-delà des films que vous pourrez voir donc sur un grand écran virtuel, hein, sur Quest 3, il y aura aussi des expériences immersives avec l'option 3D. Hein, pour certains films, c'est vraiment très naturel. Hein. D'ailleurs, les films en 3D de base, même genre comme au cinéma, c'est qu'ils soient 360 ou pas, c'était déjà un argument de vente pour le Vision Pro. C'est nettement plus crédible d'ailleurs dans le cas d'un appareil abordable comme un Quest, hein, par rapport à un casque Apple qui est quand même hors de prix. Donc Horizon TV supportera aussi, il supporte déjà le son 3D Dolby Atmos et il supportera bientôt le Dolby Vision pour le HDR. Je croyais que tu voulais nous toucher un mot de l'accès aux développeurs, mais de toute façon, vous avez les liens dans les notes de l'épisode. On continue. Est-ce que vous voulez vous sentir comme à la maison partout où vous allez, en tout cas partout où vous pourriez porter un casque de réalité virtuelle? Ce sera peut-être bientôt possible facilement. Le casque de réalité virtuelle et de réalité mixte MetaQuest 3 et le MetaQuest 3S vont se doter d'une toute nouvelle fonctionnalité. En fait, c'est la numérisation et la reproduction d'espaces réels, Guillaume.
Oui, un des trucs qui m'a paru le plus intéressant, c'est Hyperscape. C'est un logiciel qui digitalise votre environnement. Ils l'ont produit en 3D, si bien que tu peux le revisiter ensuite. Donc, imagine, tu es dans ta cuisine, tu regardes un peu partout. Le logiciel t'indique là où il te manque des détails. Donc, tu regardes un petit peu plus près, tout ça. Et puis, toutes ces données sont envoyées sur un gros serveur. Ça prend quelques minutes de cuisson. Hein, et ça te crée un modèle 3D photoréaliste de ta cuisine. Et tu peux évoluer dedans de manière complètement libre en VR, hein, comme ça, dans ta cuisine. Alors, j'ai bien conscience que mon exemple est totalement stupide, étant donné que c'est ta cuisine et que tu peux assez facilement visiter ta propre cuisine, hein, sans test même. Mais bon, soyez pas mesquins, vous voyez ce que je veux dire. Bon, voilà, vous pouvez prendre une photo, en gros, un lieu, et puis après, vous pouvez le revisiter après en VR et en 3D, tout ça, avec tous les détails. Les plus attentifs des auditeurs me diront bah, déjà que c'est des éclats de gaussienne, et qu'on en parle depuis Oui, 2 ans ici même, c'est vrai, et absolument. que Meta avait déjà fait une démo de ça à la Connect 2024. C'est vrai, mais là, la bêta arrive, et donc ça va devenir un vrai service de digitalisation de la vraie vie, quelque part. Alors, c'est pas juste une photo 3D d'un point fixe, hein, vous pouvez vraiment tourner autour de la table, de la cuisine, hein, visiter entièrement la cuisine. Je sais pas ce que j'ai avec ma cuisine. D'ailleurs, j'ai une très belle cuisine. Oui, Alors puis bon, vous il y a pouvez, l'influenceur bouffe aussi qui fait son sandwich là avec Meta AI. Ça nous inspire à être vraiment dans la mais cuisine, hein. c'est ça, tu Ouais. peux tout faire sauf ouvrir les placards. Il n'y a pas de physique évidemment, à proprement parler, tu peux pas Mm, non plus, alors c'est peut-être le normal. jour, hein, tu peux ouvrir les tiroirs et les placards, ce serait le rêve, quoi. Bah oui. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai, c'est génial ouvrir les tiroirs et des placards, c'est un des fondements du jeu vidéo. Vous avez jamais joué à Starfield? Exact. Alors moi Nombre non. de placards Qu'est-ce qu'il y qui a se passe là-dedans. dans Starfield? Le nombre de placards de tiroirs qu'il y a là-dedans. D'accord, ok. Alors que je m'attendais, alors j'ai commencé Blueprints, moi je m'attendais à avoir plein de placards à ouvrir, il y en a très peu qui s'ouvrent. Ok, très bien. Merci, mais en fait, en tout cas, j'imagine que Meta serait très intéressé pour avoir des modélisations 3D de toutes les cuisines et de tous les intérieurs de tous ses utilisateurs. Sans doute que ça fait de la belle donnée, Guillaume, j'imagine. On clôt cette rubrique Meta Connect 2025 et puis on va enchaîner sur une troisième rubrique qui est tournée un petit peu aussi sur le matériel. Et on va commencer avec cette info qui touche Nvidia. C'est un nouveau signe des temps dans le domaine du matériel. C'est un nouveau signe de l'âge d'or d'Nvidia et un nouveau signe de sensible déclin pour Intel, j'imagine. Nvidia investit 5 milliards de dollars dans Intel. Oui, bah, c'est la plus grosse annonce de cette semaine, hein, je veux dire, hein. D'ailleurs, il se ferait temps qu'on commence à en parler après 3 quarts d'heure de podcast. Parce que quoi, c'est effectivement le rachat par Nvidia de 5 milliards de parts d'Intel, une annonce qui a fait bondir son action de 22% le jour même. Alors, Bravo. action Intel, bien sûr, parce que Nvidia, il en a plus rien à foutre. Et d'ailleurs, la question se pose immédiatement, mais pourquoi faire, en fait? Alors, Intel, il est content, évidemment, hein, après les 10 milliards du Chips Act, après les 2 milliards de SoftBank, 5 milliards de Nvidia. Bon, lui, c'est bienvenu, il prend, il n'y a pas de problème. Par contre, Nvidia, qui lui explose tous les records en bourse et en matière de bénéfices à chaque trimestre, on peut se demander ce qu'il y gagne. C'est vrai que pour lui, 5 milliards, c'est pas non plus si énorme. Alors, est-ce que c'est juste une humble aumône faite à un confrère en difficulté? Non, la charité, ça va pas, non, c'est pas juste ça. Non, en fait, Nvidia et Intel, ils ont un ennemi commun, et cet ennemi, c'est AMD, puisque Intel fait principalement des processeurs et AMD aussi, et Nvidia principalement des accélérateurs, des GPU, hein, et AMD aussi. Et mine de rien, ils grignotent des parts de marché AMD, un petit peu sur les deux, et en particulier sur les processeurs. Le danger est beaucoup plus criant pour Intel, hein, puisque les CPU serveurs EPYC, par exemple, ont conquis près de 40% du marché aux dépens de Xeon, et les Radeon Instinct sont de plus en plus crédibles en alternative à Nvidia, hein. Elles commencent à trouver preneur, et bon, le quasi-monopole de Nvidia n'est pas menacé à court terme, mais bon, quand même. Il y a aussi un segment où Intel est totalement absent, et Nvidia à peu près absent aussi, et d'ailleurs, on en a parlé à l'occasion de l'IFA. On avait parlé de cette nouvelle gamme de PC, des mini PC ultra polyvalents, Ouais. avec à la fois un gros processeur et une grosse GPU tout intégrée. Et notamment suffisamment grosse pour jouer ou se mesurer à des GPU milieu de gamme, hein, et puis qui bénéficient surtout d'une mémoire unifiée. Et donc, c'est un segment de système un petit peu différent, quoi, un système sur puce où tu as une grosse GPU et énormément de mémoire partagée. Et donc, là-dessus, AMD est le roi. C'est pour ça qu'il est dans toutes les consoles de jeux, sauf la Switch d'ailleurs, hein, aussi, hein, parce que c'est aussi de la PlayStation 5 à la ROG Ally, c'est un petit peu le même système aussi, en passant par les Xbox et les Steam Deck, tout ça c'est l'AMD. Et dans les GMK Tech ou les frameworks, qui offrent essentiellement des GPU qui peuvent avoir jusqu'à 64 ou 128 Go de mémoire, hein, si on veut, et donc qui permettent de faire tourner des IA assez puissantes, hein, et ben c'est pareil, c'est du Ryzen Max 395, et tout ça, c'est à des prix qui sont relativement abordables, en tout cas beaucoup plus que des Mac, par exemple, hein, qui font aussi ça, mais qui sont vraiment très très chers. Cette hégémonie donc sous l'Nvidia, grave,
Et le DGX Park est une station de travail dont on a parlé aussi, qui est relativement grand public, si on peut dire. C'est un petit peu sa réponse à ce genre de machine, quoi. Mais ça reste des solutions très propriétaires. Bon, Intel, lui, il est complètement à la ramasse. Voilà, on le trouve pas. Juste, voilà, il y a quelques PC consoles portables obscurs, mais franchement, il est quasiment absent du marché. Il a ses GPU Arc qui font rêver. Oui, mais ce sont des GPU externes en fait. En c'est vrai. GPU intégrés, ils Exact. peuvent pas aller. Mm. Nvidia et Intel, du coup, vont développer ensemble des réponses au système AMD, en particulier des choses comme les Strix Halo ou les Z2. Donc, c'est des cœurs Intel donc assez puissants, avec des puces graphiques Nvidia aussi assez puissants, mais sur une seule puce, tout intégré. Et donc, vraisemblablement aussi avec de la mémoire unifiée. Donc, l'objectif, c'est de créer une GPU intégrée puissante et qui soit aussi compatible CUDA, du coup. Ok. Alors, Nvidia fait déjà ce genre de choses, puisque pour le Spark, il s'est allié à Mediatek, qui utilise aussi un gros pool de DDR5, comme les frameworks et compagnie. Il sait faire des systèmes sur puce pour les Switch, Switch et Switch 2, mais c'est pas compatible Intel, tout ça. C'est pas du PC, ça fait pas tourner les jeux PC. Intel, s'il faisait ça avec Intel, ça lui permettrait de mettre vraiment un pied dans le monde du PC et d'avoir des équivalents de ce que fait AMD pour les jeux PC, les applications PC, Windows ou Linux. Alors, comment faire ça? Probablement en utilisant les interconnexions entre chipsets qu'a déjà conçu Intel, qui l'utilise lui-même. Par contre, c'est pas évident que tout soit fabriqué chez Intel. Ils n'ont pas dit que ce serait le cas, ils vont probablement continuer aussi de graver chez TSMC. Nvidia, il y a ses petites habitudes. Et donc, un des avantages d'AMD, d'ailleurs, c'est de tout graver en 4 nanomètres, ce qui donne au système sur puce qui fabrique une plutôt bonne efficacité énergétique et un prix assez contenu. Donc, il va falloir voir un petit peu ce que le couple Nvitel va faire, et ce qu'il va faire aussi bien. Même si l'attrait d'avoir CUDA sur un super mini PC comme ce qu'on avait avant, ça vaut peut-être un petit premium, mais bon, on va voir. Et du coup, on peut se poser évidemment la question des GPU Arc, comme tu mentionnais, parce qu'effectivement, Intel fabrique des GPU, donc des GPU discrètes, externes, que tu colles dans ton PC, quoi. Et elles existent toujours, et elles sont même pas mauvaises en termes de rapport qualité-prix. Intel assure qu'ils vont continuer à les proposer, mais c'est quand même étrange parce que leur pertinence, en gros, leur pertinence, elle va être difficile parce que pour l'instant, elles font de la concurrence sur le milieu de gamme. Si les CPU, si les GPU intégrés, les systèmes sur puce sont aussi puissantes que des milieux de gamme, comme c'est le cas chez AMD, elles n'auront plus aucun intérêt. Par contre, si elles montent en gamme, éventuellement, tu vois. Parce qu'en plus, si tu commences à avoir le rouleau compresseur Nvidia derrière, avec CUDA, DLSS et compagnie, ça va être compliqué. Mais c'est hyper intéressant parce que ce deal, cet investissement plutôt, quelque part ce deal, ce partenariat, je le voyais vraiment plus, effectivement, très naïvement, sous l'angle de Nvidia qui est motivé, tu vois, à pas laisser crever Intel, mais je vois beaucoup plus de complémentarité. Merci pour cet éclairage. Les annonces de deals à coût de centaines de milliards, vous êtes habitués maintenant, s'enchaînent chaque semaine. Et puis là, c'est même OpenAI, donc vous savez, la société qui fait ChatGPT, qui a communiqué un partenariat stratégique ce mardi 23 septembre avec le déploiement de 10 gigawatts d'infrastructures énergétiques au profit d'intelligence artificielle pour ses futurs modèles. Nvidia qui s'engage à investir jusqu'à 100 milliards de dollars donc avec OpenAI. Peut-être qu'on en reparlera à l'occasion. C'est moins acté encore, c'est une lettre d'intention pour l'instant. En tout cas, vous le voyez sur ces domaines-là, sur le matériel et grâce à l'intelligence artificielle, c'est chaud aux États-Unis, mais c'est chaud en Chine aussi, bien évidemment. Nvidia avait jusque-là toutes les peines du monde à avoir les autorisations pour vendre son matériel destiné aux intelligences artificielles aux entreprises chinoises. Et voilà qu'il ne va pas arranger les choses. La Chine interdit maintenant aux entreprises chinoises d'acheter du Nvidia. C'est pas gagné, Guillaume, ça. Oui, c'est vrai qu'on va parler un petit peu de la Chine et on peut encore parler justement un petit peu d'NVIDIA sur le sujet, puisque il y a un sujet connexe. Puisqu'en fait, Nvidia est devenu officiellement le nouveau point de pression qu'a choisi la Chine pour lutter contre les prétentions américaines. Et avant, c'était Google. Il fut un temps, c'était Google. Et d'ailleurs, la Chine avait ouvert une enquête en antitrust pour abus de position dominante sur Android, histoire d'avoir un levier, un moyen de pression. Mais bon, là, maintenant, les téléphones, on s'en fout, c'est plus à la mode, c'est l'IA. Et donc, voilà, l'administration américaine elle-même cherche à démanteler de toute façon Google aussi toute seule, donc c'est même plus marrant. Alors, du coup, l'enquête sur Google a été annulée en Chine, parce que voilà, ils ont qu'à se débrouiller, le démanteler eux-mêmes. Et on passe à un acteur beaucoup plus stratégique ces temps-ci, qui est Nvidia, qui a globalement le monopole du matos pour l'IA, donc monopole que la Chine veut explorer à loisir, évidemment.
et parce que voilà, elle veut y trouver matière ou non à condamner Nvidia en antitrust. En attendant, il y a une enquête qui est lancée et du coup, dans le cadre de cette enquête, en tous les cas, enfin je veux dire pour le moment, disons, l'enquête va durer des années probablement, mais en tous les cas, il est devenu officiellement pour cette raison interdit d'acheter du Nvidia en Chine. Même les quelques puces qui étaient encore autorisées, enfin plus ou moins par l'administration de Trump, avec le backchiche, les H20 ou les RTX Pro bridés que Jensen pouvait encore vendre en graissant la patte à Donald, ne sont plus autorisés. Nvidia est blacklisté, comme l'a été Huawei en son temps en fait. Alors évidemment, Jensen Huang il est tout déçu, il fait quand même quelques milliards en moins. Pauvre. Donald aussi, parce que du coup, il aura moins de pognon. Mais en tous les cas, c'est marrant de voir effectivement comment Nvidia devient un point de pression, un levier. Est-ce que tu penses qu'à l'avenir, les États-Unis s'occuperont d'NVIDIA comme ils s'occupent aujourd'hui de Google et là, la Chine aura encore un nouvel acteur américain à cibler? On verra. Je suis même pas sûr en fait. On reste avec la Chine et il y a une autre entreprise d'envergure qui a annoncé des nouveaux produits. Alors, pas exactement les mêmes que les lunettes connectées de Meta et pourtant, ça se présente presque pareil. C'est Huawei avec Huawei Connect 2025, Guillaume. Eh ben ouais, il n'y a pas que Meta qui fait ses connects, donc voilà, c'est tout. Alors si les Chinois, ils ont plus accès à Nvidia, ils vont, qu'est-ce qu'il leur reste, les pauvres? Eh ben ils ont du Huawei, et alors à l'appel, vraiment, pas seulement du Huawei, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, mais c'est un très très gros acteur. Et donc à la Connect 2025, ils présentent ces nouveautés, en Chine, il a présenté ça, ils ont dévoilé plein de choses, ils ont plein de projets, ils ont une roadmap jusqu'en 2028, avec les Ascend 910, 950, parce que pourquoi pas, 960 et 970, et on a des news assez étonnantes. Donc pour 2026, donc Huawei ou Huawei comme vous voulez, annonce donc les 950 PR qui sont des GPU, donc des GPU comme Nvidia en fait, qui atteindront le pétaflop en précision 8 bits et le double en 4 bits. Et en fait, elles vont accélérer, donc ils accélèrent ces précisions de calcul comme les trucs Nvidia. Mais ce qui est très intéressant dans ces puces, c'est que apparemment Huawei a développé sa propre technologie de HBM, c'est-à-dire de mémoire à très haute bande passante. HBM, c'est High Bandwidth Memory, qu'ils appellent la HBL, parce que pourquoi pas, High Bandwidth, je sais pas quoi. Les loris. Alors, il commencera avec 128 gigaoctets de mémoire, donc il y aura une bande passante qui est de 1,6 teraoctets secondes. 1,6 teraoctets secondes, ça dépasse la HBM 3E. C'est pas si loin que ça de la HBM4. Donc on est sur un truc étonnamment compétitif, d'autant que la génération suivante, qu'ils vont appeler HIZQ, me demandez pas, ça atteindra 4 teraoctets secondes pour 144 gigaoctets de mémoire vidéo. Et tout ça pour 2026 d'ailleurs, si tout va bien, fin 2026. Alors les Américains font un embargo sur la mémoire ultra rapide, c'est parce que c'est aussi une puce stratégique en fait. Vous avez besoin de beaucoup de mémoire et de beaucoup de mémoire très rapide pour entraîner des IA, pour faire des accélérateurs, donc ils font des puces de HBM, voilà. Et donc pour handicaper la Chine, ils veulent pas que quiconque vende de la HBM leur vende de la HBM. Si Huawei donc atteint vraiment ces vitesses dans son coin peinard avec sa propre technologie, tout ça sert strictement à rien. Et ils annoncent même avoir des projets qui iront jusqu'à 14,4 teraoctets secondes à 2028. Et donc ces formidables GPU, comme chez Nvidia, encore une fois, ils sont regroupés dans des pods, comme chez Nvidia d'ailleurs, ou des superpods, c'est même la même terminologie. Alors, c'est quoi ? C'est des racks de serveurs de différentes tailles qui vont former des super ordinateurs clés en main, en quelque sorte. C'est bon, tu as un super ordinateur, on te l'envoie par la poste, c'est un peu lourd, mais voilà, donc c'est vraiment des racks de serveurs qui sont modulaires quasiment. Donc pour les 950 et 960, ce sont les SuperPod Atlas qui intégreront 8192 à 950, soit 8 exaflops en 8 bits, facile à se souvenir. Et pourquoi je vais dans ces détails ? Parce que ce truc-là est compatible avec le futur NVL 144 de chez Nvidia. Donc on voit bien en fait que Huawei montre qu'ils ont en magasin des choses qui peuvent être des remplacements tout simplement à Nvidia. Alors bien sûr, on pouvait faire des clusters de ces trucs, des clusters de SuperPod avec plus de 500 000 GPU. Donc ils ont évoqué 500 000 GPU, et ça encore, c'est les échelles qui sont comparables aux plus gros data centers IA de chez nous, de plus gros data centers qui sont en construction d'ailleurs, chez XCI ou qui seront construits par OpenAI, quoi. Alors je connais pas le prix de ces trucs-là, et je connais pas non plus. Ça doit être cher. Peut-être. Je connais pas non plus la consommation. Ça c'est très intéressant. Savoir consommation énergétique, ces monstres, parce que c'est des monstres. Absolument. Donc il y a gros à parier que ces trucs consomment genre 2 à 3 fois plus que les clusters équivalents chez Nvidia occidentaux. Mais bon, si la Chine ne regarde pas la dépense, si elle dit tant pis,
Et ce ne sera pas les plus efficaces des clusters, mais ça seront des super clusters quand même. Ils seront aussi puissants que les nôtres et ils entraîneront des IA aussi bonnes que les nôtres. Quoi. Donc Huawei a montré des processeurs d'ailleurs aussi. Ils ont montré leur Xeon à eux, quelque part, qu'ils appellent les Kunpeng, je sais pas. Ils sont numérotés pareil, 950, 960, et donc les Kunpeng 950 offriront 96 ou 192 cœurs, selon qu'on privilégie la performance ou la densité. Et là, c'est marrant parce que c'est exactement ce que fait Intel aussi. Ils ont une série de Xeon, les Xeon 6 et les Xeon 7. Il y a aussi des déclinaisons performance où tu as moins de cœurs mais des cœurs plus puissants, ou des séries densité où tu as beaucoup plus de cœurs mais des cœurs moins puissants. Donc là, c'est pareil, en fait. Ils ont des cœurs qui sont... ils sont pas avoir des cœurs qu'ils peuvent choisir, quoi. Alors, c'est massif, quand même, 192 cœurs. C'est 2 fois et demi ce que proposait la génération d'avant donc chez la marque. Donc, c'est-à-dire qu'ils font des progrès vraiment rapides. Et on a parlé des futurs Clearwater Forest, d'ailleurs, dans les suppléments. Et certes, c'est vrai, ils atteignent 288 cœurs. Mais enfin, quand même, 192 cœurs, c'est pas ridicule du tout, en face. Et ils envisagent de passer à 256 cœurs en 2028. Donc, ils sont pas si loin de derrière en réalité. Alors là, évidemment, vous allez me dire, ok, mais ça consomme combien tout ça? Ça consomme combien tout ça? Énormément probablement, parce qu'ils n'ont pas accès à TSMC. Et donc, il faut bien voir qu'Intel va graver ces monstres à 288 cœurs, là, ils vont les graver en 18A. Donc, leur processus top niveau actuellement, c'est équivalent à du 2 nanomètres par là chez TSMC. Les Chinois, eux, ne peuvent pas graver des trucs aussi petits, des trucs aussi fins que ça. Pour l'instant, ils font du 7 nanomètres et ils vont commencer à faire du 5 nanomètres. Alors, comme tout le monde, ils sont dépendants des machines ASML pour fabriquer tout ça. Et bien sûr, là aussi, il y a embargo. Donc, c'est des machines optiques extrêmement puissantes, pas de machines, pas de superpuces. Sauf que là aussi, bien sûr, qu'est-ce que cet embargo fait? Ça les pousse à développer en interne leur savoir-faire. Et donc, SMIC s'est allié, là on a appris que SMIC c'est le principal fabricant chinois de puces. SMIC s'est allié avec Yulian Chen, pour créer une machine ultraviolet profond qui serait aussi bonne que celle des ASML. Alors, ça leur permettrait d'avoir du 5 nanomètres complètement domestique et de continuer à scaler peut-être un petit peu, mais éventuellement en consommant et en chauffant plus, quoi. Cela dit, c'est quand même très difficile pour les Chinois actuellement. On utilise les ultraviolets extrêmes. Nous, de notre côté, on utilise les ultraviolets extrêmes. C'est-à-dire des ultraviolets qui sont encore plus, dans leur longueur d'onde, encore plus faibles. Et donc, c'est des machines encore plus compliquées pour des processus qui sont bien plus modernes. On va passer d'ici 1 an ou 2 à la 2e génération donc, de ces machines qui sont encore plus précises. Et les ultraviolets profonds, comme désormais les Chinois donc en ont par eux-mêmes, ça permet pas de faire du 5 nanomètres directement en fait. Il faut le faire en plusieurs fois en gros. Il faut utiliser plein de masques et utiliser des interférences, de trucs. C'est beaucoup plus compliqué. Les rendements sont du coup beaucoup plus faibles. En tout cas, c'est très difficile d'avoir de bons rendements avec des processus aussi compliqués que ça. C'est faisable, mais c'est très dur et tu as des rendements de merde. Donc par contre, générer une source d'ultraviolet extrême stable et intense, c'est scientifiquement extrêmement difficile. Donc ils ont des challenges parce que ils les relèvent, mais ils ont des challenges parce que d'un côté, ils font du multipatterning pour faire du 5 nanomètres et aller au-delà en multipatterning, c'est extrêmement difficile, de manière économiquement viable en tous les cas. Et de l'autre côté, aller au-delà des ultraviolets profonds pour aller aux ultraviolets extrêmes, c'est aussi très difficile. Donc on va voir comment les Chinois vont se débrouiller, quoi. Ils vont investir à fond probablement dans tout, dans les deux, dans toutes les possibilités. Ils vont peut-être même innover en proposant des trucs nouveaux. C'est pour ça que c'est aussi très intéressant à suivre. On va continuer à le suivre ensemble et là on a bouclé une partie purement matérielle et puis on va continuer à parler un petit peu de l'application de l'intelligence artificielle. On parle bien évidemment des dirigeants politiques, des dirigeants des entreprises qui s'activent massivement, vous le voyez dans la tech autour de l'intelligence artificielle, mais vous le savez si vous nous suivez, on aime aussi beaucoup s'interroger sur les usages des gens, quoi, des vrais gens, du bas peuple descendant. Et on a une enquête de Pew Research qui a été menée en juin 2025 qui montre que les Américains sont majoritairement préoccupés par l'essor de l'intelligence artificielle dans la société. Il y en a la moitié qui pensent que l'intelligence artificielle va détériorer la capacité à penser de façon créative et l'autre moitié qu'elle va nuire aux relations humaines. C'est ça, Guillaume ? Oui, c'est inquiétant et d'ailleurs les gens globalement sont inquiets pour l'IA, je veux dire, ils sont inquiets.
bon, ils sont inquiets pour le reste de tout, en fait, de la vie aussi. Mais bon, globalement, ouais, il y a 50% d'entre eux sont plus inquiets qu'excités par l'utilisation accrue de l'IA dans la vie quotidienne. Et en fait, il y en a que 30, enfin, il y en a 38% qui sont aussi inquiets qu'excités. Et il y a que 10% des gens qui sont vraiment optimistes, en fait, qui sont beaucoup plus excités qu'inquiétés. Bon, sans surprise, les plus jeunes sont les plus au courant et les plus grands utilisateurs de l'IA, 62%. Des 18-29 ans sont vraiment très au courant de l'actu, tout ça. Alors qu'on est plus sur du 32% chez les plus de 65 ans et environ la moitié chez les autres, donc notre classe d'âge y compris. Sur la question de savoir ce qui sera amélioré ou aggravé par les IA, on n'est pas beaucoup plus positif, puisqu'il n'y a que 16% qui pensent que ça va aider la pensée créative, il y a 5% que ça va améliorer la relation interpersonnelle, 19% que ça va aider à prendre de meilleures décisions. Bon, c'est pas incroyable, et alors à toutes ces questions, on peut quand même remarquer qu'il y a énormément de gens qui disent qu'ils savent pas, en fait. Il y a autour de 15 à 20% de gens qui disent qu'ils savent pas et 15-25% qui ne disent que ça changera rien. On se retrouve quand même avec entre 53 et 38% de gens qui pensent que ça va aggraver les choses. Donc c'est partagé, mais c'est pas vraiment très positif. On sent pas un énorme optimisme, quoi. En tout cas, une grande majorité des gens veulent savoir si un contenu est humain ou synthétique, à 76%. Je pense que c'est très important. Et 17% de plus que c'est assez important. Et ils sont aussi très conscients du fait qu'ils peuvent plus faire la différence. Il y a que 12% qui disent qu'ils sont sûrs qu'ils peuvent faire qu'ils peuvent discerner quoi du génératif, de trucs naturels. Prétentieux. Et 53% qui disent qu'ils ont, ils peuvent pas du tout le faire, et je pense qu'ils ont raison. Je pense qu'il faut être très humble là-dessus. Donc en règle générale, les gens sont assez inquiets, pas très optimistes. Ils veulent plus de contrôle, mais ils laisseraient quand même aussi une IA faire du boulot pour eux, parce que bon, quand même, ils seraient 73% dans ce cas, faire des petits boulots du quotidien pour eux, pourquoi pas. Donc 60% un petit peu et 13% carrément beaucoup. C'est marrant. Ouais, effectivement, c'est beaucoup. Rappelons, tout ça, c'est des études, c'est pas ce qui se mesure, mais on a déjà abordé dans quelle mesure est-ce que ça apportait des choses ou pas. Bon, écoute, on verra ce qu'il en est à l'avenir. Google, non, on va rester dans les études, juste avant de parler du petit nouveau de chez Google, parce qu'on a les intelligences artificielles qui arrivent à résoudre des tâches simples et de plus en plus compliquées. Et puis, on peut donc s'attarder, Guillaume, à cette nouvelle étude que tu nous as dénichée, qui montre comment des petits progrès dans la précision des modèles permettent en réalité de réussir des tâches beaucoup plus longues et plus complexes, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors finalement, les LLM, ça scale ou ça scale pas? Bonne question. On nous promet l'AGI, la super intelligence, tout ça, mais bon, là en ce moment, les nouveaux modèles qui sortent là, ils s'améliorent un petit peu, mais enfin, on n'est pas dans du spectaculaire, on est plus dans de l'incrémental quand même, tu vois. On nous parle d'investissements formidables dans des GPU par centaines de milliers, comme je disais tout à l'heure, mais est-ce qu'on serait déjà dans des rendements décroissants? Alors, peut-être que ça pourrait être les deux, en fait. Peut-être que ça pourrait être vraiment dans des rendements décroissants, mais que quand même les modèles s'améliorent quand même avec les plus grandes échelles, et que c'est pas forcément visible au premier abord. Alors, il y a une étude de Cambridge, Stuttgart, Southampton, voilà, il y a plein de gens qui veulent tester. Alors, les volontés, ils veulent tester un truc particulier. C'est ça qui est intéressant, parce qu'en fait, pour les LLM et pour les IA en particulier, on teste volontiers leur capacité à planifier, à raisonner, ou tester leur connaissance aussi, leur culture générale. Mais on teste moins simplement la capacité des IA à suivre les instructions, tout simplement à suivre un plan. Oui, bon, parce que c'est bien beau de faire des plans, mais enfin, si tu te foires à l'exécution du plan, ça sert pas à grand-chose d'avoir un super plan. Exact. Et en fait, c'est ce qui se passe étonnamment souvent. Les auteurs ont remarqué qu'en fait, il y a une bonne partie des échecs des IA qui viennent de leur incapacité à suivre leur propre plan. C'est con, Ils ont voulu tester isolément donc cette capacité dans des modèles de diverses tailles et voir si ça changeait quelque chose d'avoir des modèles plus gros, pour faire ce genre de truc particulier. Donc ils ont mis au point des tests où on fournit à des chatbots tout ce qu'il faut. On leur fournit les connaissances, on leur fournit le plan, la marche à suivre, tout. Ils ont besoin de rien savoir, mais même de rien planifier. Même les plus incultes et les plus neuneux des modèles devraient s'en sortir à condition de suivre le plan, c'est tout. Alors pour ça, ils ont mis au point une tâche complètement débile et complètement synthétique, En fait, ils vont associer des tokens à des chiffres, enfin des mots à des chiffres, puis après ils demandent de faire des calculs sur ces mots. Donc en gros, c'est une tâche débile, genre kiwi c'est 5, pomme c'est 4, je te dis pastèque, piano, culotte et citrouille, et je veux la somme.
Voilà, ce genre de tâches. Donc il n'y a pas de connaissances, il y a juste des informations qui sont données au fur et à mesure, puis il y a une simple procédure chiante, parfois Ouais. longue à suivre pour arriver au résultat, quoi. Donc c'est un truc, avec un truc aussi débile, on pourrait s'attendre à ce que même un mini-modèle s'en sorte, et en fait, ben non. C'est surprenant, mais au plus la tâche est longue, au plus il faut avoir un grand modèle pour conserver des bonnes réponses. Gemma 4B s'effondre très vite, beaucoup plus que le 27B, qui est donc beaucoup plus gros. En fait, l'horizon des modèles, c'est-à-dire leur efficacité à long terme, elle est proportionnelle à leur taille. Et pourtant, si on prend la procédure pas à pas, c'est pas si évident. Ça se révèle qu'à plus long terme, ce genre de truc. Avoir de plus gros modèles a donc un intérêt, et qu'on voit donc dans cette plus grande robustesse à long terme, et qu'on ne voit pas forcément d'un tour sur l'autre. Alors, pourquoi ça arrive? Alors, il y a une des raisons qui est assez rigolote, mais finalement assez intéressante aussi, et assez intuitive, finalement, c'est que les LLM s'auto-conditionnent. Parce que les LLM, qu'est-ce qu'ils font? Ils remplissent leur fenêtre de contexte, ils produisent du texte. Ce texte, il est dans la fenêtre de contexte. Et donc, ils le prennent en compte, évidemment, pour générer le texte qui suit, quoi. Mhm. Et donc, en fait, ils sont influencés par ce qu'ils ont déjà écrit. Évidemment, ils sont influencés par ce qu'ils ont dit avant. Et quand ils font des erreurs, en fait, dans ce qu'ils ont dit avant, ils vont se conditionner à faire des erreurs ensuite. D'accord, c'est comme s'il y avait une propagation du coup de l'erreur. La rétropropagation s'applique aussi. Tu sais que les LLM, ils veulent faire les mêmes choses, en fait. C'est-à-dire, ils veulent faire... S'il y a des erreurs avant, il est plus probable qu'il y ait des erreurs après. Tu vois? Puisque c'est ça qu'ils veulent faire. Ils veulent faire les choses les plus probables. C'est ce qu'ils cherchent à imiter. Ils imitent finalement ce qu'il y a dans le contexte aussi. Et donc, c'est là qu'on voit un premier résultat intéressant, c'est que les LLM donc, s'auto-conditionnent à faire des conneries. Parce que comme ils commencent à faire des conneries, après, ils en font de plus en plus. Et donc, il y a un autre résultat très intéressant, c'est que les modèles qui réfléchissent ne font pas ça. Ils ne sont pas sujets à l'auto-conditionnement. Alors que leur réflexion leur permet de contrer cet effet, de rester dans les clous. Et du coup, ils sont aussi ceux qui ont les meilleurs résultats. Ils ont un horizon beaucoup plus long. C'est GPT-5 d'ailleurs qui a l'horizon le plus long, qui est étonnamment efficace par rapport aux autres. Donc c'est une étude synthétique, donc c'est un peu théorique, c'est des tâches qui ont l'air un peu comme ça, un peu perchées, mais qui montrent que quand même on a une vraie plus-value à avoir des modèles plus gros et des modèles qui réfléchissent finalement. Bon, je ne sais pas si ça va nous valoir une AGI, un de ces quatre, mais bon voilà, comme on table sur des agents quand même qui sont capables de travailler pendant très très longtemps sur une tâche, c'est ce genre d'étude qui est plutôt encourageant. Bon, écoute, très bien. Ça progresse par petits pas, on va dire. On continue. Google a dévoilé une nouvelle intelligence artificielle, un nouveau LLM, les grands modèles de langage, qui est, et c'est inédit, notamment et surtout pour Google, respectueux de la vie privée. Ça s'appelle Volgemma, coffre, on sent la sécurité, Volgemma, et ça s'appuie sur un savant équilibre entre l'ajout de bruit, si j'ai bien compris, donc pour protéger la vie privée, un peu de bruit, mais pas trop non plus pour pas nécessiter évidemment trop de calculs. C'est ça, Guillaume ? Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire protéger la vie privée avec un LLM? C'est un LLM qui ne va pas sortir des données qui étaient dans son set d'entraînement qui pourrait contenir des données personnelles ou des données confidentielles, tout simplement, ou des données copyrightées, là aussi, parce qu'on n'a pas envie forcément. Tu vois, si un LLM sort une chanson qui est copyrightée, après tu te fais attaquer par Universal et c'est emmerdant. Aïe. Donc, on ne veut pas qu'il fuite en fait des données qu'il aurait apprises, tout simplement. Et donc, chez Google, ils ont créé un modèle qui soit effectivement un coffre-fort, un Vault, et c'est comme ça qu'est né Volgemma. Ne vous emballez pas, il est tout nul. Volgemma, merde, il est tout petit, il se compare à GPT-2, donc il est vraiment tout nul. Oui. C'est juste une preuve de concept, et en fait, c'est une expérience pour essayer de comprendre mieux comment ça fonctionne, parce que effectivement, la technique, c'est de rajouter du bruit aux données initiales, et donc quand tu rajoutes du bruit, tu salis les données, et puis on sait très bien que salir les données, ça donne pas forcément de très bons résultats si tu entraînes dessus. Et donc, il y a cette espèce d'équilibre très très délicat à comment tu rajoutes des données pour anonymiser, pour faire que que les données ne ressortent pas, mais en même temps que ça donne quelque chose de fonctionnel. Et donc Volgemma, c'est une preuve de concept que oui, c'est possible, et qu'on peut avoir des modèles qui sont quand même fonctionnels avec cette méthode-là, en suivant des recettes qui sont développées justement là-dessus. Et puisqu'on parle de recherche Google, je peux aussi mentionner Sled, qui est assez marrant. Sled, c'est une nouvelle méthode, donc c'est une nouvelle méthode qui est de Google aussi, pour réduire les hallucinations. Donc c'est un sujet en ce moment. La semaine dernière, on parlait d'un début de solution chez OpenAI. Là, c'est très différent, parce que le but, c'est pas de faire dire au modèle « je sais pas » quand il sait pas, c'est de lui faire dire des trucs plus souvent justes, tout simplement. Alors comment on fait? Avec Sled, donc rien à voir avec Sophie d'avant, ça veut dire... Quoi? Je l'ai pas. C'est quoi Sophie d'avant, Sled? Parce qu'elle est Pierre moche? Sled. Hein? Non, Pierre Sled. Je connais pas.
Pierre Sled, c'est un journaliste. C'était le mari de Sophie Davant. Oh, j'ai pas les refs, putain, j'ai pas le côté C'est pas people. très grave. Ok, c'est pas pardon, grave. je sais. Si vous aviez la ref, dites-le nous sur Discord, c'est important que je me sente peut-être pas seul. Si vous l'aviez pas plutôt. Mais ouais, c'est pas. Enfin, en tout cas, SLED dans ce cas-là, ça veut dire Self-Logits Evolution Decoding. Voilà, c'est beaucoup plus clair. Et l'idée, c'est tout simplement de mieux utiliser les infos qu'on a déjà dans le modèle et qu'on n'utilise pas en général. Parce que bon, je vais pas vous faire toute l'histoire chaque semaine, mais vous savez, un LLM, un modèle de langage comme ça, comme on dit, c'est une succession de couches identiques. C'est des couches qui se succèdent, qui sont structurellement identiques. C'est pas les mêmes, il n'y a pas les mêmes valeurs dedans, mais elles ont le même format, elles ont la même tête, quoi. Donc chaque couche a une entrée, une sortie, puis la sortie d'une couche, c'est l'entrée de la couche d'après, et puis etc. jusqu'à la fin où il n'y a plus de couches. Et donc cette sortie-là, c'est cette sortie-là qu'on utilise en fait. Mais du coup, comme je viens de dire, il y a aussi toutes les autres sorties de toutes les autres couches. Et il y en a des dizaines de sorties. Et elles donnent des résultats. Et ces résultats, elles appellent les logits. Mais en gros, on les utilise pas. Alors, c'est dommage, quand même, si on dit chez Google. Gaspillage. Bah oui. Alors ok, le résultat final, évidemment, il dépend déjà de tous ces résultats-là, mais bon, c'est quand même, parce que c'est un condensé en réalité de tous les résultats d'avant. Mais est-ce qu'on peut pas tirer quelque chose de tous ces résultats? Ah là là, rien ne se perd pour Google. Franchement, bah oui. Donc quand un LLM se plante, des fois c'est parce qu'il n'est pas trop sûr, que la probabilité finale n'est pas assez bien définie, il a une hésitation. Cette hésitation, elle pourrait être levée si on regardait plus précisément le processus complet qui a amené à cette probabilité finale. Et on pourrait du coup ajuster cette proba finale avec les conclusions intermédiaires. Mais bon, après, il faut quand même se dire, mais ok, mais enfin, comment tu sais si les réflexions intermédiaires, elles sont utiles? Ça se trouve, elles sont pas plus utiles, quoi, tu vois. Spontanément, ça ne va pas servir à grand-chose, peut-être, non? C'est ça, et c'est justement la partie evolution, c'est le E du SLED. On va prendre les logits, donc intermédiaires, et puis on va voir, pour faire simple, s'ils ont une direction préférée. Bon, c'est des vecteurs, les logits, après tout, c'est des vecteurs, et en gros, si on perçoit une tendance, on va extraire ça sous la forme d'une sorte d'intuition qu'on va utiliser pour pondérer les probabilités finales, et réduire les hésitations. Alors ça paraît capillotracté, et pourtant ça marche un peu quand même. Entre 5 et 15% de meilleures réponses sur un test, entre 3 et 8% sur un autre test. C'est pas miraculeux, mais c'est gratos. C'est ça le truc, SLED ne demande pas de gros calculs supplémentaires. Parce qu'en fait, il s'agit d'ausculter un peu les résultats qui existent déjà à l'intérieur du modèle. Alors du coup, pourquoi on s'en priverait, tu vois? J'essaye de paraphraser un petit peu. Le modèle réfléchit. Pendant qu'il réfléchit, il y a différentes étapes de réflexion. Et sans attendre le résultat final qui va cracher, on essaye de récupérer un morceau avant qu'il crache et de l'aligner sur la sortie. Et a priori, ça améliore un petit peu les choses. Et du coup, ça ne demande pas plus de calculs finalement. Écoute, c'est des calculs qu'on fait de toute façon. Très bien. Écoute, merci. Écoute, peut-être un champ de développement, d'amélioration qui ne consommera pas plus d'énergie. Merci Google de bosser sur ces sujets-là. C'est chouette. On va continuer et terminer cet épisode avec une traditionnelle, vous le savez, rubrique jeux vidéo. Et puis, forcément, Microsoft augmente le prix des Xbox. Je pense que c'est bien la première génération, Guillaume, tu vas me contredire ou m'infirmer, mais de consoles dont le prix augmente durant sa durée de vie, c'est ça? Non, mais il augmente, il arrête pas d'augmenter, c'est un truc de fou. C'est vrai que c'est une mauvaise nouvelle pour les Américains, les 12 Américains qui voudraient acheter une Xbox. Les prix vont encore augmenter. Merci Trump pour le coup là, parce que là c'est vraiment juste aux États-Unis, puis bon, voilà, c'est clairement ça, quoi. La Series X passe de 600 à $650, une console sortie en 2020 quand même, je le rappelle, et qui avait déjà augmenté de prix. Si bien qu'elle a augmenté de $150 en 6 mois. Alors, mais bon, j'ai quand même une bonne nouvelle pour les processeurs de Xbox Series et même les processeurs de PlayStation 5, et pour un peu tout le monde finalement, c'est que le FSR4 va pouvoir désormais fonctionner partout. Alors le FSR4, c'est quoi? C'est la réponse d'AMD au DLSS 3, c'est un net progrès de la vie d'à peu près tout le monde par rapport au FSR3 et 2, etc. Parce que l'image est beaucoup plus propre, beaucoup plus stable, et c'est une solution d'upscaling, comme le DLSS, qui aussi utilise du machine learning, comme le DLSS, et qui est donc offert au GPU AMD. Et désormais, ce modèle peut s'exécuter sur des shaders standards. Parce qu'il y a donc, il y a ROCm qui a une composante qui s'appelle ML2Code qui permet en fait de faire tourner du code IA qui est à l'origine prévu pour tourner sur des unités IA dans les GPU, pour les faire tourner sur des shaders HLSL, c'est-à-dire sur n'importe quelle carte graphique, pour être clair. Et en fait, FSR4, pardon, peut tourner sur GeForce aussi, sur des Intel Arc et même sur des vieilles Radeon. D'accord. Vieilles Radeon comme celles qui sont dans les consoles.
techniquement, les PlayStation 5 et les Xbox Series peuvent donc accéder au FSR 4, ce Ah, qui est donc bien meilleur que celui que j'utilise aujourd'hui, parce que souvent c'est du FSR 2 que j'utilise. Alors bien sûr, c'est pas gratuit, parce que le temps de shader passé sur l'upsampling, il ne sera pas à calculer la 3D du jeu, mais c'est quand même possible qu'il y ait un bon compromis qui puisse être trouvé. Et donc, si c'est le cas, comme ce sera du FSR 4, la qualité finale de l'image y gagnera, parce que, oui, il y a quand même certains jeux, effectivement, où l'upscaling n'est pas non plus si génial, quoi. Donc, voir si les devs s'y intéressent. est-ce que le FSR 4 va être dispo sur Steam Deck, Guillaume? Je me posais la question. C'est tout à fait possible, oui. D'accord. Bon, on va Après, surveiller il faut ça voir très si près. la puissance du Steam Deck, là encore, c'est quand même, c'est quand même un overhead. Enfin, c'est quand même, il faut quand même une certaine puissance pour faire l'upscaling, tu vois. Donc après, à voir si c'est vraiment utile ou pas. Mais oui, tout à fait. Ok, intéressant. On termine pour le coup, encore une fois, avec un petit peu d'infos du côté de chez Apple. Que vaut le nouvel iPhone 17 Pro pour jouer à des jeux vidéo? Qu'est-ce qui est capable de faire son processeur dernier cri, le A19 Pro, associé à cette fameuse chambre à vapeur? Comment est-ce qu'il se comporte face aux précédentes générations d'iPhone? Guillaume, on veut les réponses. Écoute, il se comporte même très très bien. C'est même fou comme une PlayStation 5 paraît vieille tout d'un coup. Ah, Quand on voit tourner Death Stranding à 47 images secondes en ne consommant que 6 watts, ou Assassin's Creed Mirage à 30 images la par vache. seconde en consommant 5,6 watts, c'est quand même assez fou, quoi. Ah, Et c'est vrai que c'est le A19 Pro, donc d'un iPhone de 17 Pro Max, Mm. qui démontre 17 encore Pro une fois aussi. l'impressionnante efficacité des puces Apple. Ça, Mm. c'est clair. Les A19 Pro étant grosso modo une fois et demie plus puissants que les A18 Pro, tout en consommant à peu près pareil. Oh là là. Alors Ouais. ok, les détails sont peut-être un peu en dessous, c'est pas exactement, enfin c'est vrai que c'est quand même 6 watts, quoi, c'est absolument incroyable. Et c'est pas la seule machine qui impressionne d'ailleurs cette semaine, puisque si on avait, on parlait des super mini PC là, donc ces trucs en Strix Halo, ces trucs ça donc en processeur Ryzen AMD 395+, là, donc c'est mini super PC avec beaucoup de mémoire et une grosse GPU intégrée, tout intégré. Et donc, il y a Global Foundries, je sais plus. Digital Foundry. Digital Foundries, ouais. Pourquoi j'ai toujours Global Foundries, mais ça arrive. C'est Digital Foundries qui a testé un GMK Tech Evo X2 pour être précis. C'est des petites machines et qui sont minuscules, qui font moins de litres et qui consomment en gros ce que tu veux, puisque tu peux choisir dans le BIOS la consommation entre 30 et 120 watts. Et pour 30 watts, tu as Cyberpunk en ultra à plus de 30 fps. En 1080p, c'est vrai, mais c'est quand même pas mal. C'est très tu peux plaisant. monter à presque 70 fps pour 80 watts. Putain. Pour cette consommation, donc 80 watts, ce mini PC fait tourner Alan Wake 2, donc Ouais. Plague Tale ou Black Myth, aussi bien qu'une PlayStation 5. Wow. Alors qu'une PlayStation 5, ça consomme allègrement plus de 200 watts. Donc pour la consommation et la taille, c'est quand même assez impressionnant aussi. Est-ce que l'avenir des consoles next-gen et de la PlayStation peut-être 6, ce sera aussi dans cette espèce d'économie puissance-énergie, à ton avis? Ou est-ce que ça va être consommer toujours plus pour faire un peu plus? Non, moi je pense qu'ils vont rester au même niveau à peu près de consommation, mais eux, c'est impressionnant de voir l'efficacité énergétique, tu vois. Après, c'est normal, les GMK Tech, ils sont sur du 4 nanomètres. Bon, voilà, les PlayStation 5, non. Donc il y a quand même, les gains, ils sont manifestes, quoi. Ouais, c'est palpable, on va dire là. C'est les lois de la physique qui se manifestent. Très bien, merci beaucoup Guillaume. Merci pour cette préparation d'épisode et tout le travail de digestion que tu peux faire de l'actualité, tout autant parfois enthousiasmante que parfois un peu plus difficile à vivre. Et puis on relève le challenge de vous partager ça dans Tech Café parce qu'on est convaincu que c'est la meilleure manière de vous faire vos propres opinions et puis d'avoir un regard surtout éclairé et exhaustif sur ces enjeux qui sont pas simple dans le domaine de la tech. Guillaume, il est grand temps que tu puisses rappeler à nos auditeurs et à nos auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver. Ouais, je vais aller dans ma cuisine pour la scanner en 3D, quand je déménage. Est-ce que j'ai une moins belle cuisine. Tu vas scanner tes denrées aussi? Est-ce que tu vas aussi scanner ton sandwich, la sauce que tu as? Je vais ouvrir les placards, scanner les placards. Magnifique. Comme dans les jeux vidéo. Les placards coulissants, ils sont formidables ces placards. Ah, est-ce que ça fait un petit chut quand ça coulisse, le petit bruit? Et puis d'ailleurs, tu peux tu les jettes comme ça, ils se ferment tout seuls doucement. Ah, j'adore ça. Il y a un amorti. Oh là là, j'ai ça avec tous mes tiroirs quand on a fait les travaux dans la maison pour emménager. Je voulais que des tiroirs comme ça. Tu les pousses comme ça, tu t'énerves et puis à la fin ils font plouc. Oh, c'est magique.
Merci beaucoup Guillaume. Pour ma part, peut-être que la meilleure manière de me retrouver désormais, ça va être sur YouTube. Et puis les plateformes vidéo qui diffusent en live, donc YouTube et Twitch, chaque vendredi matin de 10h à midi. Et bien entendu, dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.